En février 2018, Quentin Dupieux nous a demandé qu'on lui propose un format d'interview un peu différent de ce qu'on faisait d'habitude. De là, on a cogité et on a décidé de sortir de notre studio et de créer un format sur mesure pour sa passion des films. Assez rapidement, on a pensé aux vendeurs de DVD. On voulait éviter les grosses boutiques de vente, donc on a recherché naïvement s'il existait encore des vidéoclubs à Paris, et banco, à 2 pas de nos locaux se trouvait JM Vidéo, une boutique incroyable aux 50 000 DVD. Après ce premier essai, d'autres ont suivi, et sans qu'on s'en rende compte, le vidéoclub est devenu un format phare de Conbini. Au point où 6 ans plus tard, on célébrait le 100e épisode avec un invité exceptionnel, Francis Ford Coppola. Ça nous a donné envie de nous replonger dans nos archives pour faire un épisode best-of, avec comme consigne un invité, un film, 1 minute. Bon, parfois c'est plus, mais vous avez l'idée. Sans invité, sans film, 100 minutes. That one I was curious, that it kind of differ from everything that you've picked. Yes, it was the first one that came to mind. You know, I kind of always think, well, what is a perfect movie? There aren't that many movies you think of as perfect. There are movies that are great and powerful, but then every now and then there's one that's great, but it's also just sort of perfect. Yeah. And this one is quite simple, but everything about it works perfectly. It's not very long, and it's very direct, and Harrison Ford is so good in it, but so is Kelly McGillis and Lucas Haas, the little boy. Danny Glover is in it. The unforgettable scene is Lucas Haas realizing who has done this. He sees in this police station a photograph of who the killer is, and Harrison Ford comes over and looks at the picture and puts his finger down like that. And there's so many moments like that that are so sort of cinematic and unforgettable. And Peter Weir, a great director. I mean, Peter Weir has a big body of work of many great movies. So, Witness. And en même temps, je vais quand même dire un truc négatif là-dessus. Parce que Bruce le requin n'a pas marché, donc Spielberg en est arrivé à la conclusion qu'il fallait ne pas le montrer, ce qui est génial, ce qui fait que le film est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, donc c'est devenu cette règle, cette sacro-sainte règle aux États-Unis qui est le less is more. Et le less is more, c'est-à-dire le moins on en voit, mieux c'est l'ennemi du cinéma aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qu'on te sert, mais à toutes les sauces, sur tous les projets. Et c'est toujours une bonne excuse de financiers ou de producteurs de dire non mais less is more pour faire baisser les prix. Et finalement, alors quand il s'agit des Dents de la Mer et que c'est la surface, évidemment less is more. Et dans Crawl, pareil, on joue sur le suspense, mais en même temps, quand on fait un survival, quand on est dans la peau d'un personnage, on a envie de voir ce que cette personne voit. Là, on est passé à Scorsese. Donc mon film préféré de Scorsese, c'est King of Comedy, on dit, le roi de la comédie en français, et La Valse des Pantins. I can't even take over my own life for 6 weeks, and you're asking me to do something that's impossible. It's impossible. Don't you understand? What? C'est un film que j'adore, qui me fait rire, que je peux voir, revoir. En plus, moi, je suis obsédée par les stand-up. C'est le film le plus fou qui existe sur la Terre, et je trouve que De Niro est absolument génial. C'est le plus grand acteur, enfin, de sa génération, ça c'est sûr. Et là-dedans, il est juste extraordinaire, parce qu'en plus, il est drôle, il est... Voilà, c'est un de mes films préférés. En parlant de La Valse des Pantins, est-ce que vous avez vu le Joker? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai commencé à le regarder, j'ai trouvé ça trop agressif pour moi, bizarrement. J'ai trouvé que c'était extrêmement différent de La Valse des Pantins. No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny, Arthur. That's not the kind of humor we do on this show. J'ai trouvé que c'était la version agressive et un peu racoleuse. Et ça m'a pas forcément, et pourtant j'aime beaucoup cet acteur, ça m'a pas forcément, j'ai pas forcément adoré. J'avais pas envie de le voir. Ça m'a... Alors que là, je trouve ça tellement drôle. این زندگی دوگانه ورونیکا خیلی هم به لحاظ اجرا به نظرم اون رابطه عاشقانه‌ای که توش وجود داره خیلی زیباست. یه موسیقی خیلی عجیبی داره. حتی اگر شما باور نداشته باشید به زندگی غیر از چیزی که داریم اطرافمون می‌بینیم، به ماورا اعتقاد نداشته باشید، وقتی این فیلم رو می‌بینید انگار یه باوری به شما منتقل میکنه. کیشلوفسکی به هر حال یه آدم مؤمنی بوده و تو همه فیلماش میشه این که شما هر کاری بکنید به شما برمیگرده و نتیجهش رو می‌بینید در این دنیا. در همه فیلماش هست. من فیلم
بین اون سگانه هم قرمز رو خیلی دوست دارم. I'm sorry, we have to go. Do we? Let's go one. Let's go two more. Let's go two more. Let's do one more. Oh, okay, one more. Right, we're racing the sun. We got to be at a. What do you pick? What about you? What would you pick in this one? Let's let you pick one. I would pick 7 Ah. because I love the photography of Darius Kanji. Yep. And Amazing. so amazing. Kanji's amazing. This one's important to me because I finally made it to film and I was getting some opportunity, but it wasn't going the way, I don't know, I just couldn't find my place and the language of the films, and I don't know, something wasn't vibing. Okay. And then I met this guy at a diner, and suddenly I was speaking, someone was speaking my language only much better than I could, much more articulate about film, and just been friends ever since. Just one of my favorites. Morgan, the voice of God. Yeah. Like, It's an incredible film. what do you love about? Because of Kanji's cinematography and Yeah, Kanji cinematography and Yeah. the way David Fincher is directing. The fact that everything is lightning minute after minute, Yeah. because at first it's all about raining, and at the end everything right. is, you know, there is the sun and everything, Yeah. and there is like a real good hand. I don't know, everything. yeah. And you, of course. Alors Jean de Florette, Manon des Sources, oui, alors ça, tous les ans si je l'envoie. Ça, j'aime bien, si je devais en emmener qu'un, ça serait celui-là. Non, tous les ans, parce qu'en plus j'habite un peu en Provence, juste un peu dans la région, et j'attends l'été pour le revoir en Provence. Et c'est fantastique, c'est le meilleur scénario jamais écrit. Et je te l'ai dit dans la colline, je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et il se passe un truc, alors je vais pas déflorer parce que certains l'ont pas vu, à la fin, il y a 4 mots qui font basculer 4 heures de film. Vous revisitez tout dans votre tête, vous êtes fait avoir, vous n'avez pas vu venir le truc. C'est génial, c'est génial. On ferme la Cinémathèque française à Chaillot et Claude Berry, qui est le président, est là. Il a déjà été malade, il a déjà eu son attaque cérébrale, tout ça. J'ai été le voir. Et puis, comme il avait refusé Amélie Poulain, quand je lui ai dit, Monsieur Berry, je voudrais vous dire un mot, il a reculé d'1 mètre, il s'est dit, il va m'en coller une. Et en fait, non, je lui ai dit tout le bien que je pensais de son film, il avait les larmes aux yeux. Alors, j'ai une petite anecdote aussi, flashback. Je gagne mon premier César pour un court-métrage qui s'appelle Le Manège. Et puis, je suis au Fouquet's, et puis il y a François Truffaut qui vient d'en gagner une dizaine pour Le Dernier Métro. Et un jour, j'avais vu La Nuit américaine, et en le voyant, je me suis dit, je sais que je ferai ça. Et j'ai envie d'aller le dire à Truffaut, mais je suis trop timide, alors je suis là avec mon César, puis lui, il est fatigué, il est assis sur une marche d'escalier, j'ose pas aller lui dire. Et c'était un grand regret de ma vie de pas oser lui dire. In theaters multiple times in the last few years. It's Midsommar and Worst Person in the World. Midsommar is so upsetting but beautiful, and like I found myself like admiring the community even as I was horrified by the community that she visits. But the biggest thing for me with Midsommar is that the villain is like a cowardly boyfriend who won't have difficult conversations or admit that he sucks. Did she say why? No, no. That sucks. On the subject of couples, actually, is there ever an issue here with incest? But he's not a bad guy, you know, like murdering or like, and so he was a villain that like I could relate to, and so it's a scary movie to watch like someone be a bad boyfriend, and like especially a horror film that like guys are all gonna go see this movie and hopefully see themselves a little bit in Jack Reynor, you know? And I think he's just such a convincing shithead in this movie. And I saw the movie and afterwards with a bunch of other male filmmakers, and everyone was just so torn up about what happened to him. And I was like, oh, that movie's brilliant. This movie's fucking great. Like, I'm so excited about how uncomfortable it's making all these dudes who normally just leave a horror film being like, cool, I like that one kill, you know? And it's like, this time you leave being like, did he deserve that? Because I've done that. Oh, no, no, no. Un de mes films préférés, c'est LAPD. C'est vraiment un film... Je peux... C'est comme une sorte de truc secret, quoi. Je me dis, ah tiens, si je peux... Ah oui, je le reverrai bien ce soir. Il y a quelque chose de tellement intriguant. Il y a quelque chose de très sexuel dans ce film. Et les acteurs sont extraordinaires. Les Amants de la nuit, bon, c'est le premier film de Nicolas Ray. Mais son premier film est déjà tellement... Je sais pas comment dire... Il fuit, il court, il est comme un film d'éternelle jeunesse.
Serge Danet m'a dit, tu sais, méfie-toi de Nicolas Ray. Faut pas trop l'aimer parce que quand on fait des films, il vaut mieux aimer Howard Hawks. Parce que Howard Hawks, c'est un cinéaste intelligent. Et quand il veut filmer un typhon, il se met à l'écart pour bien le filmer. Et Nicolas Ray, il croit que c'est mieux d'être au milieu, d'être dedans. Et Serge me disait, tu vois, là je sens que tu as une tentation d'aller dedans, dans le typhon, de me faire mal peut-être, ou d'avoir peur. Et ça va t'empêcher de faire des beaux films. Ça, vous l'avez vu ou pas, ce truc? Alors de l'écologie, c'est assez incroyable. Ils font chier les animaux à fond, quoi. À un moment donné, ils voient des poissons. Pour recenser les poissons, tu les vois mettre de la dynamite dans le lagon. Et il y a une sorte de plan hallucinant où ils sont en moule bite et il faut exploser le lagon. Et après, ils vont dans l'eau et ils recensent des poissons morts. Et après, tu as une sorte d'interview, les mecs disent « Ouais, c'est malheureux, mais c'est la seule façon de recenser les poissons, c'est de les tuer. » Tu vois? Qu'à chaque fois que je vois un film, je dis que c'est mon préféré. Donc c'est comme ça en fait. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. C'est un film de Paul Newman avec sa femme, John Woodward. C'est bouleversant. Alors déjà, formellement, c'est les années 70, c'est ces couleurs, ces cadres, ces costumes que... Bon, il y a un truc qui n'est pas explicable. Mais ce que raconte le film est bouleversant parce que c'est l'histoire d'une femme qui n'est pas cadrée, qui n'est pas cadrable. Ce monde-là, cette société-là n'est pas fait pour elle, elle n'y arrivera jamais, elle n'est pas formatée. Et le monde n'a jamais été fait et ne sera jamais fait pour les gens qui sont un peu différents. C'est ce que raconte le film. Et elle a 2 filles. Une qui va pas être capable de se séparer de sa mère et qui va plonger dans cette folie-là. Et une autre qui va décider et s'autoriser le droit à s'en sortir. Matilda! Matilda! Where's your sister? Where is your sister? Et ce qui est bouleversant, c'est le marasme familial et c'est aussi ce monde qui est fait pour des gens qui sont capables d'avoir des bonnes notes à l'école, ok pour avoir un métier, même si ça ne les intéresse pas, mais pour être à l'heure au bureau, et pour les gens dont la fantaisie est trop forte ou qui ne sont pas capables de se soumettre complètement, il n'y a pas de place, à part l'asile. Urgence de Depardon, c'est les urgences psychiatriques. Et le regard de Depardon est absolument bouleversant sur tous les gens qui filment dans tous les films, parce que c'est un regard très droit. Pas du tout un regard anthropologique, sociologique. Il n'y a jamais la supériorité de son regard sur les gens qui filment, et du coup on est vraiment en face, et c'est une manière de raconter à travers le temps l'humanité ou des formes d'humanité. Tous ces films, il faut voir. Il y a un coffret Depardon, je pense. Et puis maintenant, je pense que vous les voyez sur iTunes. Je pense que sur la cinéthèque, iTunes, YouTube, vous avez le Bluetooth. La cinéthèque, les films de Depardon, ils sont très facilement trouvables. Et voilà, il faut les voir. I mean, I just talked about Mishima. I could talk about it again. On strictly a design level, it's like astonishing. It's one of the most beautiful films ever made. On a structural level, it is incredibly radical and clean. Architecturally, the film is remarkable. And then, you know, just what it's doing with the biopic, right, which is the worst of all genres. This strikes me as one of the most playful biopics ever made, and this alone gives that genre like a right to exist. I would say this and Topsy Turvy strike me as the great biopics about an artist. Talk about Jim Jarmusch and Mystery Train. Jesus Christ, you know, what am I, fucking stupid? I grew up in Little Rock, Arkansas. They didn't make a lot of movies there. They didn't make any movies there. And the closest big city that we had was Memphis. I actually got this from a video store in Little Rock, Arkansas in the late 90s. And I watched Mystery Train for the first time. And it made me realize, okay, these places that I'm seeing, you can actually put them in films. Like the only films that have been made in Memphis were like The Firm. You know, there's like that terrible scene of him doing backflips on the Beale Street. And you're just like, wait, I've been to Memphis. Memphis looks like shit. It doesn't look like this. It looks like this. And it was an honest portrayal of a place that I'd been. And that was the first time I encountered it in cinema. And I love Jim Jarmusch for that.
Oh gosh, I loved. On peut parler de Ghibli. Et Joe Hisaishi, c'est un autre ami, et sa fille Mai, qui chante dans Harry Potter. On a une très belle relation avec Joe. Je l'admire beaucoup, il est incroyable. Ses partitions pour Kitano sont vraiment, vraiment fantastiques. Et puis chez Miyazaki. Moi, La Mouche, ça doit être un des films qui me fait le plus pleurer au monde. Bon, il y a un dialogue, enfin, c'est là où je pleure à chaque fois. À la fin, il y a Véronica qui va le voir alors qu'il est déjà voilà, en train d'être plus humain. Et elle vient le voir parce qu'elle veut lui dire qu'elle est enceinte. Et lui, il veut pas parler de ça. Elle n'a pas le temps de lui dire qu'elle est enceinte. Il lui dit tout de suite parce qu'il est dans un état quand même, évidemment, parce que comme une mouche, il est dopé au sucre. Donc il a un truc où il est comme ça, voilà, tout le temps. Puis évidemment, en plus, il est en souffrance physique énorme. Il dit, est-ce que tu penses que les insectes sont des êtres politiques? Alors déjà, une question comme ça, dans un film comme ça, le mec, il y va fort, quoi. Elle lui dit quoi, mais de quoi tu parles, je comprends rien. Et il lui dit, bah non, en fait... les insectes, c'est pas des êtres politiques, puisque les insectes, c'est des animaux qui ne fonctionnent que par leur instinct. Et lui, il dit, après, il dit un autre truc dessus, et il finit par dire et moi, je suis un insecte qui a rêvé qu'un jour, il était un homme, et qui a aimé ça. Saying I'm an insect who dreamt he was a man and loved it. But now the dream is over, and the insect is awake. Bon bah voilà, moi ça me fait pleurer beaucoup. Je trouve ça dévastateur. C'est une des plus, je trouve vraiment que c'est une des plus belles lignes de dialogue qu'on ait jamais écrites. L'autre c'est Faux semblant. Hi Claire. I hope Bev's told you what a big fan I am of your movies. Alors ça, Faux semblant, à chaque fois, je le compare à, je dis toujours que c'est le Bohemian Rhapsody de Cronenberg. Titan. Julia Ducournau. I met her in Toronto. She was there for the Toronto Film Festival with her first film, which was called Grave. I was very impressed by the movie, and when her producer heard that I liked it, he said, would you like to meet Julia? And I said, of course. So we met and we talked, and it was lovely to speak with her. I just knew that she was a really strong talent, and I knew that she was very ferocious, unafraid, and inventive. Merci. So it didn't surprise me that she came out with another film that was in some ways even stronger than the first one. More adventurous, more dangerous, very dangerous movie. It won the Palme d'Or, which I was surprised, because there's a sense that if you're making a genre movie, you're not going to win the Palme d'Or. I remember when Guillermo del Toro, Pan's Labyrinth, was in Cannes in competition, and I said, Guillermo, your movie is really wonderful, but forget about winning anything, because it's a genre picture. They'll think it's a horror film and you won't win anything. He didn't win anything, but he said it was good that I told him that, because then he calmed down, he didn't worry about it. But then, you see, a movie like this wins, and then Guillermo wins an Oscar for A Shape of Water, so maybe the isolation of horror films as a genre is over. Maybe now you understand that it's just cinema, it's pure cinema. A lot of critics made a comparison between Titan and Crash. Well, I think Julia has said that she's been influenced by my films, and that's very flattering to me. But obviously she's doing other things, and certainly, though Crash won a prize at Cannes, it did not win the Palme. So, she's gone one higher. This is one of the best foreign language movies I've seen in a long time. Very close to a genre movie. It almost is a genre movie, yeah. I thought this movie was an extraordinary movie, really a great movie. Now, It is a movie I wish we made.
I think scares should be earned. So I don't like putting jump scares just for the sake of jump scares. You know what I mean? I think you should earn the jump scares. La fin de Funny People, c'est un truc extrêmement émouvant. Il y a un truc qui se joue entre deux personnages. Et la réplique porte, enfin tout le dialogue porte autour des couilles du grand-père du gars qui pend. Okay. Donc dit comme ça, vous me dites, bah qu'est-ce que c'est que tout film, quoi. Et en fait, je vous jure, c'est très émouvant. Et c'est ça que je trouve formidable, quoi. Moi, je pense qu'en fait, ça, c'est son film peut-être le plus personnel. Tous les films de Judd Apatow sont personnels, puisque même quand il fait 40 ans toujours plus haut, il parle du fait que lui, il n'était pas à l'aise quand il avait 20 ans. Je pense qu'il le met à 40 ans, mais que c'est lui quand il avait 20 ans. Quand il fait Knocked Up avec Seth Rogen, il parle de la grossesse de sa femme. You take off your earrings too. They weigh, what, 80 pounds? They're made out of moon rocks, aren't they? Do not make fun of me. Okay, I am hormonal, I am terrified, and I am falling apart, so stop treating everything like it's a big joke. Quand il fait This is 40, ça me paraît évident qu'il parle de son couple. Donc tout son cinéma est très personnel et je trouve ça assez fascinant et même malin de sa part de se dire peut-être j'ai dit beaucoup de choses là, peut-être que j'ai raconté plein de trucs, je vais aller voir d'autres gens et les aider modestement à raconter leurs histoires. Et c'est comme ça qu'il fait Trainwreck avec Amy Schumer, c'est comme ça qu'il fait King of Staten Island avec Pete Davidson, c'est comme ça qu'il produit 1 milliard de gens très talentueux comme Girls de Lena Dunham, okay, une série sublime. Le plan de carrière de Judd Apatow, je le trouve humainement beau en fait. I'm glad you have this. I'm glad it's here. When people ask you, like, what are your favorite films ever, you usually lean towards, you know, the prestige films, the ones that are already celebrated, the ones that are considered top 100 films and ones you should study as a filmmaker. But then there are films that are just, you have to just say, and I don't mean to say it's so bad it's good, but there are films that work on in a different way than probably what the filmmakers intended. But it's brilliant still. And this film, there are many like this. Some people go, if you want a so bad it's good movie, you can go towards Ed Wood, you can go towards Tommy Wiseau's The Room. Yeah. I go to this one. I just actually rewatched this film at Tarantino's theater, the New Bev in LA, and laughed for literally so hard that my ribs hurt. I laughed for an hour and a half straight. This is an incredibly funny film on every shot. Every frame has something wrong with it in a gorgeous, in a beautiful way. And the music is actually really great too. I mean, I can actually whistle it right now if I needed to. I mean, it's actually catchy tunes. So I don't know if you know what this film's about, but it's about it's about a Taekwondo martial arts rock band that has to fight a motorcycle gang made of ninjas who are selling drugs in Miami. It's just an incredible movie. Par exemple, Opening Night, c'est le couple le plus sexy et le plus troublant, je trouve, du cinéma. Ah, il y a prêt à tout. Opening Night, on l'a vu. Alors, bon, Gina Roland, c'est une actrice au-delà du magnétisme. C'est incroyable cette actrice, ce qu'elle fait. C'est un couple qui joue sa vie au théâtre et hors champ. I love you, that's what it means. I love you. And I don't care if you don't think I'm beautiful anymore. I do. You don't think I'm funny. You're hysterical. Et elle est un personnage de grande actrice diva mais alcoolique. Et c'est un film impressionnant sur sa façon d'être filmé, bon, c'est tout le cinéma de Cassavetes, c'est comme ça. Et on a toujours cette envie de se dire que si on est à l'épaule, si on est en mouvement, mais c'est inimitable. Par exemple, un de ses premiers films, Faces, sur des visages uniquement, c'est la façon de capter l'instant est incroyablement puissant. Jenny? Jenny? Rocky, c'est ma Bible, absolue. À moi, mes frères, mes amis, des cousins, les voisins. Rocky Balboa, c'est le personnage le plus inspirant de l'histoire du cinéma, je crois. Je crois, en tout cas pour nous. Par rapport à quoi? C'est un film sur l'abnégation.
Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as, que tu sois riche ou pauvre, si tu comptes sur toi et si tu as confiance en toi, tu peux arriver à faire n'importe quoi. C'est ça qui raconte Rocky Balboa pour moi. C'est un hymne à l'homme qui se prend en main, quoi, à l'homme ou à la femme évidemment, à l'humain qui est courageux, qui fonce, qui se bat et qui fait pas de concessions. Et ça dit aussi un truc, le travail paye. Tu bosses, ça paye, mais ça passe par bosser, par s'acharner. Je sais pas, toutes les valeurs de Rocky Balboa on adore. Et la musique, laisse tomber la musique. Et la mise en scène, c'est lui qui l'a mis en scène, hein. Il a eu un Oscar pour ça. Il écrivait ça sur des paquets de chewing-gum, le mec. Hein. Il s'est inspiré de Mohamed Ali, évidemment. Mais c'était exceptionnel, le cas. You saw that movie, Mean Streets? Oh yeah, that was good. That's a good film. Yeah. I want the wine shop one. She's nice. I like that one. The one. She the one on the left? Nah, she's the one. Nah. What? Your left or my left? We both stand the same way. Is that like any movie you watch again and again because? No. No. You just watch once and that's all? Yeah, maybe a couple of times. You know, I'm not a cinephile in that sense. That, you know, I watch a lot of YouTube, so I can see pieces of everything rather than the whole thing. Tu sais, comme il y a des films qui tu dis que sont des chefs-d'œuvre. Puis il y a des films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais que tu es content de revoir quelquefois. Chaque fois, c'est une impression belle. Ça, ce sont les films de Quentin Tarantino, qui comme Pulp Fiction. Aussi le film avec la femme, comment ça s'appelle? Jackie Brown. C'est un autre film que moi j'aime beaucoup de lui. You want to see some motherfucking silly? If I have to tell you to shut up one more time, I'm gonna shut you up. Et aussi le film, il était une fois à Hollywood, c'est intéressant. C'est comme un délire. Je l'aime le voir. Je ne dis pas qu'ils sont des films énormes, magnifiques, mais ils sont des films qui font plaisir de le voir. Z. This was 1969. That was when I went to film school. This is a great movie. C'est clair maintenant qu'ils veulent éliminer tous les témoins gênants? Maître, j'ai instruit cette affaire et je n'ai pas besoin de vos conseils. Trintignant plays the prosecutor. Very cold, very neutral, like very Trintignant performance. He doesn't say anything, but what he sees is he brings out a coup d'etat by fascists in Greece in 1967. The coup in Greece was 1967. No. Yeah, 67, I think. Yeah, it was made right in the heels of the coup. It's like a news event, but he did it in fiction. It was done as a fiction, a drama. But my God, I love the movie, and it inspired me on JFK because all the evidence is apparent in the beginning. I mean, everything happens, the murder. You see the way it's reported to the audience, and it's manipulated, it's obviously. And then you go back as the movie progresses, and you go back into that story, and then you understand how those images were misleading, but they're really something else is going on. So that was what the basis, and in Z he does it brilliantly, and with a lot of suspense. Costa Gavras' best movie, although he did State of Siege and other ones that are also very good. Les Italiens, c'est les meilleurs du monde à l'époque 50, 60, 70. Italienne, je pense que c'est vraiment les meilleurs du monde. Et après, les années 80 sont arrivés en Italie, la cocaïne et la télévision, et ça a détruit ce pays. À part Sorrentino, à part certains. Amarcord, je crois que je l'ai montré à ma fille, elle a 9 ans. Donc il y a des trucs un peu cul, mais cul mignon italien. C'est pas. Fellini, tu peux vraiment y aller. Nomadland, eccolo qua. Nomadland l'ho visto di recente ed è un film meraviglioso. È un film di una grande regista che sono sicuro che farà grandi film. Dove c'è la grande Frances McDormand con la quale ho avuto l'onore di lavorare in This Must Be the Place, che non solo è un'attrice straordinaria, ma è una donna di un'intelligenza fuori dal comune. E Nomadland è un film bellissimo, è un film molto moderno ed è un film che racconta ancora una volta
in maniera nuova l'evocazione emotiva e sentimentale che gli Stati Uniti possono, che la parte sterminata degli Stati Uniti può esercitare sugli esseri umani. Nomadland, come altri film, come Paris, Texas, che è un film che accomuna a questo, sono viaggi proprio all'interno della condizione umana. Excuse me, sir, but were you in to visit me the other day? I don't mean to pry. No. È dovuto al suo grande talento di Chloe Zhao e anche al talento enorme di Frances McDormand, che è una delle donne, anzi delle persone, non solo donne, più ironiche che abbia mai conosciuto. È un continuo ridere con Frances McDormand, al punto che temo che molta ironia dei fratelli Coen sia in realtà merito di Frances McDormand. Okay. So Jacques Audiard. Jacques Audiard is my favorite. I mean, everybody loves him, but this is my favorite. I've seen this so many times, and I actually dream of like remaking this. Oh yeah? Yeah. Oh. I don't know, like in China or something, the same story. First of all, I was in love with him, but I find that in all my films, including Eternals, there's a desire to deconstruct masculinity, to celebrate the feminine side of man. You know, in The Rider, I do that, and so in Eternals with Icarus, and with all the male characters in Eternals. And in this film, I thought the father and the mother side of him, that he's struggling within himself, and the piano, and it's done in such a brilliant way. It's just personal to me, because I find the way to save our species is for all of us to find a harmony of both the yin and yang in us, the masculine and the feminine. We have to find a harmony. Right now, there might be weighting too much towards the masculine side, you know, for all of us. And this film just addressed that in the most poetic way. So it's a very sexy movie too. Est-ce que tu as continué à la musique? Et le piano? Est-ce que tu as continué le piano? Ah ouais? Enfin, non, après la mort de maman, ça a été compliqué. A prophet here? Prophet? Ayeb, ça te dit quelque chose? This is great, because this is one of the films that Ryan told me to watch before we shot Fruitvale Station. Man, you gotta tell her I love her. Was a prophet, and it became one of my favorite films, you know, and a film with so many different cultures and languages, and in an environment, you know, obviously in prison, you know, and just how a man became a boy, really, you know, naive, but became a boss, you know, and how he used his brain and how he thought his way out, how he used his time wisely, you know, when he used to, you know, let out to go do errands and run certain things, and he had to think out of his situation. This really created, in my mind, how to play with personality and situations. Yeah, this really always like stimulated me. This is. Je pense que jamais j'aurais fait un western. Ma connaissance du western est assez lacunaire. Je suis pas, et je crois que si elle est lacunaire, c'est parce que c'est pas un genre qui m'a beaucoup intéressé. Quand je suis enfant, on voit les films à la télévision. La télévision à l'époque, elle est noir et blanc, et tous les films américains parlent français. Pour moi, je suis très désappointé quand à 14 ans, je m'aperçois qu'ils parlent pas français du tout couramment. Mais ça, par exemple, c'est le dernier très grand western qui a été fait. C'est très impressionnant, Bardem est extraordinaire, et il y a un sens du récit, du filmage, c'est trop gris, je suis pas fou. Ah, c'est marrant parce que j'avais rencontré Ethan Coen à Los Angeles. Moi, j'avais pensé travailler avec Frances McDormand, donc sa compagne, son épouse. Moi, j'allais aborder un western, j'avais quelques questions à poser à un type qui sortait d'un western. Alors je lui ai demandé, bon, Ethan, c'est quoi les grosses difficultés que vous avez rencontrées? The horses, les chevaux. Et je crois qu'il plaisante en fait en disant ça, comme ça, et non, il avait tout à fait raison. Paul Schrader's Hardcore, really brilliant film. Any particular choice of girl? You'll do fine. This movie was on a lot when I was young, and it was really a lot of very memorable moments, memorable dialogue, similar to Repo, different vibe than, like a different kind of writer than Repo Man and Alex Cox, but similar kind of like quotable lines. It was an interesting movie because Susan Hubley, who's also in this movie, Seems to me that you have been very naughty. She has such an interesting perspective because it's this kind of puritanical character in George C. Scott who has one perspective on sex and the sex industry, and she has a totally different one. And hers is sort of an indifference
and his is sort of an indifference as well, that he's like uninterested in it. And there's a great moment where they have a thing where she says like, and I'm going to horribly butcher it, but it's along the lines of like, you don't care about it, that you don't do it, and I don't care about it, so I don't care who I do it with. You think it's so unimportant that you don't even do it. I think it's so important that I don't care who I do it with. And I think that's a really great, kind of like, it's a very Paul Schrader moment, but it's really great. Là aussi un dialogue. Alors ça, par exemple, Jean-Pierre Bacry, quand on l'a rencontré pour la première fois, on lui a fait les dialogues du Goût des autres. Et il y a un truc qui nous a scié. Il va voir la pièce de théâtre de sa nièce, etc. Bon, d'abord, il dit c'est en verre, c'est en verre. Le secret de Titus est le dépositaire. Oh, putain, sans verre. Ça, je pense que c'est un truc qui inconsciemment nous a, dans Intouchable, à un moment, il y a un arbre qui chante et il y a Omar qui le regarde et qui dit c'est en allemand. C'est ouvertement un hommage au Goût des autres. Pas bien, pas bien du tout. C'est la quintessence du Bacry. Bah oui, la règle du jeu, c'est... Ça m'est difficile de mettre Schumacher à la porte et de te laisser ici avec sa femme. Ce serait immoral, tu le comprends? Je comprends, monsieur le marquis, je vous en veux pas. Ça me fait penser que quand... c'est Poiret de la Gaumont qui avait produit Cuisine et Dépendance. Et on avait discuté, parce que pour lui, un bon film était un film qui marche. Et donc, je lui disais, mais non, je crois pas, enfin, je trouve pas, enfin, pas du tout, même. Et j'essayais de trouver des exemples, et je lui dis, la règle du jeu, il est notoire qu'il a été un échec à sa sortie. Et il me dit, ah, mais il est raté, c'est moi qui l'ai produit. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait rire, parce qu'à chaque fois que je vois la règle du jeu, je pense à Monsieur Poirier me disant qu'il avait trouvé raté, et que Renoir lui-même le disait, parce qu'il n'était pas content de l'actrice, ou je sais pas quoi. Mais c'est rigolo. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ce titre, je pense que on aurait pu avec Jean-Pierre le donner à tous nos films. Enfin, et c'est remarquable. Et alors en plus, tous les rôles sont incroyables, carrés, tout ça, c'est fabuleux. Donc. Mission Impossible, Tom Cruise. Moi, je suis une grande fan de Tom Cruise. We're being ambushed, Ethan. Abort, that's an order. Negative. Golitsyn is on the move. Pouvoir jouer des choses aussi subtiles que dans Eyes Wide Shut et en même temps de faire des films d'action comme ça, c'est hallucinant. Mais c'est vraiment un grand acteur, Tom Cruise. Je trouve ça très étrange qu'il ait jamais eu d'Oscar, d'ailleurs. C'est la plus grande star quand on parle de star. Voilà, Tom Cruise. Plus que Brad Pitt? Ouais, je crois. Il y a un truc un peu plus qu'il y a plus de mystère chez Tom Cruise. Tom Cruise, c'est un peu un surhomme. C'est un peu comme Michael Jackson. Vous voyez, c'est des gens qui sont pas humains. Tu l'as ressenti ce truc surhomme sur le plateau? Oui, il y a un truc où il arrive, il change l'atmosphère d'une pièce. Where are my coats? Where are my diamonds? J'ai quand même beaucoup aimé faire partie de ce film. En plus, c'est un très bon. Celui que j'ai fait, il est très bien. Carrément. J'ai pas vu les autres. So the true story, I mean, people have probably already heard it. I'm 15 and a half saving up for my first car. I remember I found the car I wanted. I had a summer job working at Lucasfilm. It was across from Universal Studios. I worked with this crazy guy who was a librarian. We were filing Star Wars stuff because Lucas was like, it was about as big as this room. Okay. Probably a little bigger. It had all the architectural drawings, pictures, photos. It was just the Sid Mead drawings. It was just amazing stuff. Very detailed. And I had the job of filing. And I played on the softball team. I was a great baseball player when I was growing up. Okay. I played in college. Okay. So then I was so good, I was playing shortstop. It was the summer, whatever. They gave me an office. They gave me an office, and I remember walking by every day by the, they had one of the mechanical Star Wars walkers. I think it was movie 2, Star Wars 2. Yeah. And it was so cool to see that model, and just because Star Wars was a huge influence to me. I start getting the storyboards from London, from Steven's movie. And I'm filing them, and they're big boards, they're beautifully done. And I'm like, and look at the title, and I'm like, I tell my 15-year-old buddies, I said, yeah, Spielberg's doing this movie. It's called Raiders of the Lost Ark. I mean, I've seen the storyboards, it's gonna suck. Cut to, I'm 23, I've done I've tried to do a bunch of commercials. My reel started getting around Hollywood, the studios. I got a call from this agent. Steven wants to meet you. I'm like, Steven who? Spielberg, 3:30. I'm like, fuck. Drive over to Universal, go to his office. I walk in, he's sitting behind his desk, and I'm like, oh my God, this is Steven Spielberg. Oh my God, what am I gonna say? I'm so nervous. And I sit down, and I just start telling him, I said, listen, I was a kid, I filed your storyboards.
I thought your movie was going to suck, okay? He started cracking up laughing, and I said, but I went with my parents like every Sunday, every other Sunday, we'd go to a big movie theater. Yeah. We saw Raiders of the Lost Ark at Grauman's Chinese cinema. And I'm like, I see this movie, and I'm like, oh my God, that's what I want to do. Alors ça c'est l'époque où j'aimais beaucoup. C'est quand j'avais l'impression que les films, les vrais films, c'était ceux qui étaient toujours autobiographiques. Je ne sais pas, quand je regarde le film, si c'est un portrait de Piala qui filme la vie de Depardieu, ou si c'est Depardieu qui fait le portrait de Piala. C'est un modèle de transfert. Ils arrivent à faire une symbiose de leurs deux vies et ils font d'un personnage, quoi. Ce milieu, il est comme tous les milieux, hein. Tous les mecs quand ils se font chier, regarde l'heure qu'il est, là ils vont au but, ils sont en train de... Ça leur chauffe drôlement la chagate. J'aimais bien les films qui étaient autobiographiques parce que je me disais, si j'aime un film avec ce qui s'y passe, après il n'y a pas le côté, bah non c'était qu'un film. Je me dis, ah c'est parce que cette histoire a dû se passer dans la réalité. Comme tu disais, c'était une promesse que la vie était belle, que la vie c'était une chose super palpitante, super passionnante, parce qu'il me raconte que la vie c'est une espèce de multitude de péripéties, même dans une micro petite chambre, il peut se passer des choses romanesques, fantastiques. Donc ça peut te faire aimer la vie en fait. Bah ça j'avais un ami une fois qui m'a dit, je sais plus pourquoi on parlait, il m'a dit, tu sais, un bon film ça te donne envie de vivre. En règle générale quand même, ceux qui sont des films sacrés, on pourrait dire c'est ceux qui font une célébration telle du fait d'être sur Terre que ça te fait envie, quoi. Tous les metteurs en scène avec qui j'ai bossé ont été utiles pour moi parce que j'ai pu les voir travailler en fait. Et moi je voulais être metteur en scène, je voulais pas être acteur au départ. Donc en fait je me suis retrouvé à faire des films en tant qu'acteur, mais j'avais pas l'impression d'être à ma place. Moi, pour moi c'était du bonus en fait. Et du coup c'est marrant parce que c'est quand j'ai commencé à faire mon premier film après mon idole. D'ailleurs, ça se sent un peu dans ma carrière cinématographique en tant qu'acteur, que je commence à être un peu meilleur après mon premier film, parce que je commence à faire le travail que je demandais aux acteurs de faire, que moi je faisais pas du tout avant. Nettement, dans Vidoc, ça se sent que j'ai pas beaucoup bossé d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Étienne Boissy, je suis journaliste. Oula, pas de baveux ici. C'était une catastrophe. Le tournage s'est passé comment? Ah, c'était très cool, si ce n'est que Depardieu voulait tout le temps me coller des post-it sur le torse pour son texte, mais sinon c'était cool, quoi. Non, le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'il m'aimait pas beaucoup en fait, Depardieu. Donc du coup forcément ça n'a pas été réciproque. Et du coup j'ai pas gardé un très très bon souvenir du truc. Et ça me fait chier parce que c'est quand même un acteur extraordinaire qui nous a quand même fait des films dingues dans lesquels il était fou, quoi. Il était formidable. Enfin voilà, l'expérience du coup était un peu ratée, quoi. I think this is a masterpiece. It's in my top 10 of all time, and all time, and absolutely it's in my top 5 of the past 20 years, I think. I could talk about this movie for an hour if you let me, so you're gonna have to stop me. But when I first saw it, and when you first watch it, it feels like a phantasmagoria. It feels overwhelming, but it also feels like a Jackson Pollock painting. It feels like it's just all coming at you and kind of random and kind of insane and crazy. And then I watched it, and then I was just completely emotionally affected by it, and it was playing at my local theater in LA. And as I was driving around during the day, I would just find myself back at the theater, and I went back alone and rewatched it on its run maybe 4 or 5 times, I think, just alone. And every single time I rewatched it, it became clearer and clearer. And I'm going to sound like a crazy person right now, but it doesn't matter. That's what these places are for. J'allais dire, c'est pas beau. C'est filmé presque comme un reportage Gonzo, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont dans ce minibus, ils arrêtent un débile mental sur le bord de la route et ils commencent à leur expliquer l'histoire de la fin de l'industrie des boucheries locales. Et puis tout d'un coup, le mec pique une crise et il prend un couteau et il se coupe la main. Et là, on comprend que ça va pas aller avec ce mec-là. Là, on comprend qu'ils auraient jamais dû être là. Et c'est de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et c'est un film d'une économie, on voit presque rien. Ce qui est marrant, c'est le deuxième Massacre à la tronçonneuse, qui est l'inverse, c'est-à-dire c'est un film comique. Le chef de la famille des massacreurs gagne le prix tous les ans du meilleur hamburger ou du meilleur barbecue de la région. Puis évidemment, c'est parce qu'il met de la chair humaine dedans. Et le frère de Leatherface, c'est un mec qui revient du Vietnam, qui s'est fait blesser au cerveau. Donc il a un crochet, et avec son crochet, il gratte la peau et il se bouffe les bouts de peau à cet endroit-là. Et ça se termine en combat de tronçonneuse. Inspired me a lot. I mean, after Citizen Kane and Orson Welles, I would say the next most significant
actor who turned into an auteur filmmaker was Warren Beatty. Everybody told him that nobody in the world wants to see a 3-hour movie about American socialists and your career is going to end with this movie. And he said, screw it, I want to make it anyway. And I think it's like one of the masterpieces of films about American history, about, it's like one of the great films made by an actor or director ever. It's just a good reminder. Sometimes you just got to give people the middle finger and do what you want to do. Well, this is a fantastic film. It's about a teacher on the countryside of France and the students. Qu'est-ce qu'on dit après 6? Elle a dit Marie, le? Tu te réveilles un petit peu? Oui. Le 7? Le 7. Recompte maintenant. The tenderness it's shot with and how he follows the different kids in the school and their families and the teacher also is very touching. The director, I think, really makes you identify with them and understand what it is to be a kid and going back to that time. So if you have a government that doesn't want to put money into the public school, I think this is a great film to bring up again, to have the discussion about that. So you can tell I like political films, right? Il y a le plus grand auteur français, vivant et même de l'histoire française, c'est Blier. Avec Buffet et Froid, on retrouve encore une fois le grand Depardieu et puis son père Icarmet. Beaucoup de meurtres en ce moment? Ça marche pas mal. Buffet et Froid, c'est intéressant parce que c'est, je pense, la première tentative d'un peintre figuratif d'aller vers l'abstraction. Et après, Blier ne revient plus sur Terre, il reste dans un cinéma totalement abstractif. J'ai eu l'honneur de faire un film avec lui. Bien imbibé d'eau fraîche appliquée sur un front. Un camp éponge peut calmer une fièvre. N'oubliez jamais ça. Ces genres de films, on comprend rien, mais qu'est-ce qu'on est bien. Je le relie directement à Mulholland Drive, David Lynch, où il y a La poésie, c'est des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Le cinéma français, j'aime bien. C'est un cinéma très important. Ces enfoirés d'Américains, qu'est-ce qu'ils nous ont pompé? Tout, ils sont tout pompés. Ils ont commencé à pomper beaucoup avec la nouvelle vague, évidemment. Là, ils ont pompé à mort. Mais là où ils ont pompé le plus, c'est sur Lelouch. Lelouch, tous les plans de Lelouch, ils ont été refaits dans des films comme tous les grands films d'action et tout ça. Il y a des gens très forts en Amérique, mais leur cinéma est malheureusement actuellement un peu déprimant. Vous parlez justement de nouvelle vague et tout. Vous avez été toujours un peu à l'écart de la nouvelle vague? Je suis arrivé après, moi. Juste après, ouais. Je les ai laissés faire leurs conneries. Et après, on est passé à des trucs plus sérieux. J'avais quoi, 18 ans? Je sais pas. J'ai vu des films 3 fois dans la semaine. Le premier Godard que j'ai vu, à bout de souffle, je l'ai vu 3 fois. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. C'était le pied, it was the foot. Et il y avait d'autres films, il y a eu Hiroshima. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Quand passent les cigognes. Il a changé ma vie. Avant ce film, je rêvais d'être caméraman d'actualité. Mon père m'avait offert une caméra parce que j'avais raté mes études. Et il m'a dit, maintenant tu te démerdes. Et donc je suis parti en Russie. Et il y avait encore le rideau de fer à l'époque, c'était le communisme. Et donc en 1957, je rentre à Moscou pour filmer Lénine et Staline côte à côte dans le mausolée, qui était embaumé. Il n'y avait jamais eu d'image. Et la télévision canadienne offrait beaucoup d'argent à celui qui ramènerait ces images-là. Donc je m'étais entraîné à filmer avec une caméra cachée sur la poitrine, tout ça. Comme à l'époque les caméras faisaient du bruit, je toussais pendant la prise pour ne pas entendre le bruit de la caméra. Enfin bref, c'était une autre époque, un autre temps. Et un jour, mon chauffeur de taxi, j'avais un peu soudoyé, me dit, si j'ai un copain à moi qui est machinot, qui travaille à Mosfilm, les studios Mosfilm de Moscou. Grâce à lui, on peut rentrer voir un tournage de film. Je dis, ben banco. Alors on est parti à Mosfilm, et ce jour-là, on tournait Quand passent les cigognes. Le metteur en scène, Mikhail Kalatozov, bredouillait 2-3 mots de français. Il m'a trouvé sympathique. Moi, j'avais ma caméra. Je lui dis, est-ce que je peux tourner 2-3 plans? J'ai fait donc le making-of de Quand passent les cigognes. Alors le soir, Mikhail Kalatozov, m'ayant pris en sympathie, m'a emmené à la salle de montage. J'ai vu à peu près 40 minutes du film. J'étais bouleversé. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire. En une journée,
Kalatozov m'avait donné envie de faire ce métier. Et en rentrant à Paris, donc j'ai appelé le directeur du Festival de Cannes, que je connaissais pas, hein. J'avais 20 ans, etc. Et je lui ai dit, écoutez, je rentre de Moscou, j'ai vu un film superbe, il faudrait le prendre à Cannes. Ils l'ont pris, il a eu la Palme d'Or. C'est un film magique parce qu'il est entièrement tourné à la courte focale. Le plan large, c'est la démocratie. Le spectateur regarde où il veut. Le gros plan, c'est la dictature du metteur en scène. Et finalement, ça, c'est Où est la maison de mon ami, de Abbas Kiarostami. Vous imaginez, après la Révolution, on a arrêté de montrer des films. Et quand on montrait des films à la télévision, soit il y avait des morceaux qui étaient complètement coupés. Et donc, d'une scène, on passait à une autre scène, sauf qu'on ne savait pas ce qui se passait entre. Donc, les films, ça ne voulait plus rien dire. Donc ça, c'est le premier film que je suis allée voir où ce n'était pas des propagandes de guerre, des propagandes de machin. Il embrasse l'humanité. Et Kiarostami, sérieusement, moi, mais pas seulement moi, tous les Iraniens qui ont fait du travail artistique après la date de 79, nous, on lui doit tout. Avec son cinéma, finalement, on arrêtait d'être ces espèces de terroristes énervés et tout ça, parce que bon, l'humanité n'a pas non plus de mémoire. Ça veut dire, il y a un Iran avant 1979, pendant 4000 ans, et puis il y en avait un roi, une reine, des tapis volants, tout ça. Et puis après, on a oublié tout ça, et puis c'était soudain, on est devenus ces révolutionnaires sanguinaires et tout. Et en fait, Abbas Kiarostami, il a refait de nous des gens. On est redevenus des êtres humains. On n'était plus cette notion abstraite de terroriste, de l'ennemi de l'Occident, mais juste des êtres humains. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est le cinéma iranien. C'est Impitoyable, Unforgiven, de Clint Eastwood. Kill us, bitch. Ce film a été écrit par David Wade Peoples, qui est pour moi un des maîtres de ce qu'on appelle l'écriture thématique. J'ai analysé ce film en long, en large, en travers, en tout. J'ai essayé de lui soutirer tous les vers du pif que j'ai pu lui soutirer, parce que au-delà de l'histoire de cow-boy, il y a des fondations thématiques dessous sur la violence, sur l'irrationalité de la violence, en mettant un gentil, entre guillemets, qui représente la violence irrationnelle, c'est-à-dire le mec qui picole, qui flingue les gens à bout portant, etc., alors que c'est le gentil, et le méchant qui, lui, rationalise la violence, qui compte les coups de fouet, les échanges de chevaux, les tu payeras ci, tu payeras mi. C'est magistral, cette façon d'écrire. Mais je vais vous dire, KV1, c'est sur cette structure-là. Attention, ça sort pas de là. Ça se voit pas, hein, on est d'accord. C'est un truc d'ingénieur. C'est sous le pont que c'est. Mais c'est très calqué. C'est ce qu'on appelle un archétype d'ange de la mort. Donc c'est un mec qui revient pour punir et pour trancher entre les bons et les méchants. Les méchants meurent, les bons ont le droit de rester. C'est très biblique, hein, mais encore une fois, je suis très athée. Mais quand j'écris, j'avoue que je suis un peu biblique. Et KV1, c'est quand même l'histoire d'un mec qui revient pour trancher aussi un peu. Et il y a beaucoup de choses empruntées très humblement et sans aller trop loin à Peoples. Et ça aussi, Porte du Paradis, j'adore. C'était un bide noir, malheureusement. Puis avec une actrice avec qui vous avez joué aussi. Oui, avec la délicieuse Isabelle Huppert. Qui est un personnage, hein, ça. Ah non, c'est une force de la nature, Isabelle. Sur coup de torchon où il faisait 40 degrés sur le tournage, plus les spots, plus machin, donc on tombait. Et elle... rien, mais tout le monde est tombé, Noiret, Marielle, tout le monde, moi en tête. Il y avait une séquence où je dois la poursuivre, courir après. Et bien sûr, elle fait, démerdez-vous. Et elle me dit, je vais courir, t'as qu'à me rattraper. J'ai dit, attends, t'es un lapin, toi. Donc on s'est débrouillé, mais elle est extraordinaire. Alors ça, c'est le premier film, 1909. C'est l'invention du cinéma. On sent qu'on est au début d'un art et c'est flamboyant, c'est magistral. Mais en même temps, tout est là. Ça découpe, ça coupe, ça fait des plans, ça utilise des subterfuges, ça utilise des effets spéciaux un petit peu rudimentaires. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris en regardant ça. Les blagues, les chutes, tout ça, les disparitions, les transparences. Par exemple, en France, il y a beaucoup de transparence. Bon, c'est ce que fait Méliès. Donc, on n'invente rien, quoi. On tourne en rond, quoi. Ce qui est nouveau, c'est les caméras, c'est le numérique. Mais bon, moi, je vois des jeunes cinéastes en temps, je vais tourner en 35, ils sont... Mais bon, le problème, c'est pas que tu tournes en 35 en numérique, c'est ce que tu tournes et ils sont intéressants, quoi. Il faut toujours une bonne histoire, de bons acteurs, il y a un bon metteur en scène, et vous pouvez faire un grand film avec un téléphone. Et vous pouvez faire un très mauvais film avec une caméra superbe et des grands acteurs. C'est pas un critère, c'est pour ça qu'il faut...
Comme la salle n'est pas un critère. Donc c'est pas parce que votre film est en salle que c'est du cinéma. Moi je vois plein de films en salle de cinéma qui sont pas du cinéma. Les salles sont importantes, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on regarde. Pour ça, je vous dis, moi, de regarder un film à la télévision, regarder en une salle, ce qui m'intéresse, c'est le film. Hein. Il faut défendre la qualité des films plutôt que défendre des salles. Eh ben, alors ça, je l'ai pas vu, moi, celui-ci. Whatever happened to Baby Jane? The postman says that's best to do. Je suis une grande fan de Bette Davis. J'adore la façon dont elle bouge. Il y a un côté extrêmement irrévérencieux. Et elle était tellement libre et moderne et complètement dingue. C'est très osé d'avoir fait ça à l'époque, en tout cas. Très casse-gueule, elle a peur de rien et elle est très drôle et c'était presque grotesque. 放射線かな、最初に取り上げるのは。10年代に監督になりたいけどなれないかなって思ってた時期にこの作品と出会って監督本人と出会ってやっぱり映画をやりたいなと自分のこう向かう先を決めた監督であり作品だから。とても自分にとっては大きいです。これは。これ放射線のサイン。これ今年の夏、2019年の7月。So yes, Christopher Nolan. We were at Sundance together in 2001, and Christopher won the screenwriting award. You don't even know my name. Teddy. That's because you read it off a fucking picture. You don't know who you are. All the distributors that year were scared of this movie, and they were scared of Donnie Darko. They thought they were both too cerebral, and so the company that financed Memento went on to self-distribute it. Our movie was orphaned, and no one would distribute it, and we were just sitting there. And then the executive producer of Memento, Aaron Ryder, brought Donnie Darko in to screen for the Newmarket people, and he strategically invited Christopher and his wife to the screening. And they raved about the movie to the Newmarket executives and convinced them to buy it. And then we were off to the races, and we got a theatrical little distribution deal for right after Halloween. And Christopher Nolan had a lot to do with that and kind of saving my career. Oh, we missed Ken. There you go, moi, Daniel Because Blake. he was his second Palme d'Or? Yes, one of the greatest living filmmakers. It is. Now there's 4 candles, right? And you don't burn yourself. I won't burn myself, don't worry about that. Working with him changed my approach to screen acting. How is he to work with? Absolutely amazing. I am not a dreamer, I am a realist, Teddy. Again, everything shot chronologically. Really? There is no script. You don't ever see the finished script until the end. So you shoot the sequences as the character would experience them, and real stuff happens in camera. You know, when Shakes the Barley, a lot of the black and tans would come into scenes when we hadn't prepared, and so you react completely viscerally, honestly. And does he use long lenses? Is he all back long lenses from on sticks? So you're kind of because I mean, his films always they're the only films I've ever seen that feel like documentaries. Yeah, where you could confuse it with documentary. Yeah, and he uses a lot of performances, non-professional actors, and Wow, incredible. No marks like a bit on your set on Oppenheimer. Yeah. And he doesn't say cut or action. He just says off you go. Off you go. Yeah. Film, long métrage de Steven Soderbergh. Il a quand même gagné la Palme d'Or avec un premier long métrage. So what do you want to talk about? Oh, what do you usually talk about? Sex. Okay, let's talk about sex. C'est le plus jeune, je crois, avoir gagné la Palme d'Or. C'est peut-être le plus jeune, et c'était aussi un metteur en scène très jeune qui était chef du jury. C'était moi. Et j'étais très, 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 très content de ce film et de l'avoir vu parce que je trouvais qu'il était vraiment une vraie trouvaille, un vrai film, un vrai langage. Alors on a donné la palme à un premier long métrage. Et il y avait l'acteur a aussi reçu le prix d'interprétation. Ça c'est plus possible maintenant, je crois, d'avoir Palme d'Or et prix d'interprétation. Je crois même à l'époque c'était pas possible, mais ils ont rien dit. C'était génial. C'était James Spader, l'acteur principal. Il y a Meet the Feebles. Bon, dans Fumer fait tousser, je fais une vraie citation. Bon, ça, c'est un trauma. C'est que moi, je viens de la petite marionnette gentille qui est toute mignonne et qui écoute de la techno. Et
puis je découvre ce truc où les marionnettes en fait dégueulent, s'enculent, s'engueulent, etc. Et en fait je me dis putain c'est dingue en fait que les marionnettes ce soit ça aussi. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Autant de laideur, parce que c'est un film qui est très laid, il y a des personnages en caoutchouc qui sont en fait des humains déguisés en caoutchouc, c'est monstrueux, c'est vraiment de la gerbe, mais c'est génial, c'est plein d'idées. C'est Peter Jackson, donc quand même pour ceux qui savent pas, mais il vient de ça, il vient du petit théâtre des horreurs, avec des mouches qui mangent de la merde. Des carottes, ça doit être une des tiennes, c'est délicieux. Et effectivement, il y a le personnage du rat. J'ai demandé à Olivier, donc mon ami des SFX, Olivier Afonso, je lui ai demandé, vas-y, fais-moi le rat des Feebles, et on n'en parle plus, parce qu'on se demandait, il est comment ce rat, etc. J'ai dit, vas-y, moi je veux le rat des Feebles. Voilà, on va peut-être se faire attaquer. Mais donc c'est une référence directe. Donc pour voir la naissance de Chef Didier, il faut regarder Meet the Feebles. Que tu fais marionnetté par Chabat Direct, c'est ça? Ouais, alors ça c'est hilarant, ouais, bien sûr. Moi, la quintessence et la pureté du cinéma de Varda, c'est le bonheur. C'est le film qui s'associe le plus dans mon esprit avec une leçon de cinéma. C'est-à-dire qu'il ne pose que des situations assez quotidiennes, sans chercher à tendre la main au spectateur. On est là, on assiste, sans s'interroger nécessairement dès le début sur le sens du récit. Et puis progressivement, on comprend quelle image de la famille se dresse devant nous, pour mieux comprendre comment elle va la détruire ensuite. Qu'est-ce que je vais faire de ma gamelle alors? Je peux la donner au lion en passant par le zoo? Ou aux ours? C'est du miel qu'elle vous prépare, votre femme? Et ça, je l'ai vu assez tardivement, j'ai dû le voir il y a une dizaine d'années. J'ai trouvé que c'était très impressionnant comme manière de... Moi j'ai pas fait d'école de cinéma, en fait, j'ai appris au vidéoclub, et donc j'ai eu le sentiment comme ça de vivre des leçons de cinéma à travers certains films, et le bonheur a été l'une des plus puissantes. A character that I love, one of my favorite characters in movies is the main character in La Rayon Vert. Tu regardes des mecs, toi? Bien sûr, tu regardes des mecs. Écoute, je suis toute seule en vacances. She is unbearably self-centered. She's terrible, yet I love her. I mean, it's that complexity. She suddenly discovers there is summer holiday. All her friends left Paris. They have a place to go. And suddenly she realized she didn't make any plans. Maybe because she's someone that walks around and talks and, you know, she's very much in her head. And she feels suddenly, slowly through that summer how lonely she is. And it's a film about desperate longing for love and companionship. And I think it's such a, and it's you got to laugh and cry with this one. You know, it's full of emotion, and Eric Rohmer seemed to just keep working and doing, like no subject is too small to start with, but then his films usually grow into quite thematically rich films. You know, so Eric Rohmer, always an inspiration, always an inspiration. J'aime trop cette réalisatrice. Elle s'appelle Andrea Arnold. C'est une réalisatrice anglaise, et j'aime sa façon donc de filmer la vérité en fait. C'est des chroniques un peu sociales qu'elle raconte à travers ses films. Ce film-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est une jeune fille, je crois qu'elle a 14 ans dans le film. Elle veut participer à un concours de... Ça rappelle quand même des souvenirs. Elle veut participer à un concours de danse, de hip-hop, et il y a toute cette dimension de l'adolescente qui se transforme et comment dire, le trouble sentimental, les doutes aussi qu'il y a avec l'arrivée d'un beau-père, et comment aussi son corps se transforme, le rapport avec sa mère, comment il évolue. I'm going in. Just from your CDs. Yeah. It's alright. Yeah, it's nice. He's good, you can keep it. J'aime beaucoup la façon qu'elle a, Andrea Arnold, avec une histoire extrêmement simple, de créer de la puissance en fait dans les rapports familiaux ou en tout cas sociaux, et de nous embarquer complètement. Donc c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Tu sens en fait dans sa façon de filmer qu'elle aime ses personnages, et que les personnages sont vraiment... Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est le genre de réalisatrice qui m'inspire beaucoup, parce que j'essaye de faire en sorte que ce soit pas le personnage, en tout cas l'acteur, qui suive la caméra, et puis, mais l'inverse, c'est le personnage qui est maître, qui est roi, et qui va vivre dans le cadre, et la caméra va s'adapter en fonction. This movie changed cinema. Tu lis comme ça tout le temps sans t'arrêter, tout à fait comme ton père. Oui, je sais, tu m'as déjà dit ça. I knew Chantal, and all of her films are fascinating, beautiful, thoughtful films. This particular film was a radical experiment in minimalist language. I think she hated that term. But it was also about telling the story of everything that most movies leave out of the story, and talking about the routines of domestic life, and
reducing down the camera angles to the same exact repeating angles around that house and never venturing beyond that gorgeously limited vernacular. But I remember watching it at Brown in college, and you know, you're watching her make her coffee every morning and do the same cups of coffee into the coffee pot, and things are starting to unravel. And 2.5 hours into the movie, she's making the coffee again the next morning, and she puts in 1 extra spoon, I think, and everybody in the audience went, It was just an amazing moment. Oh, this is yours, I guess. Casablanca. I love this movie. You used to be a much better liar, sir. This is a movie I can watch over and over again. For me, it's close to perfect. I think I saw it first when I was about 20. Okay. And it's one of those movies I can watch over and over again and get something different out of. It's just so, I don't know, it's beautiful, perfectly done. I've seen it only once. Really? Very long time ago. Right. And I have to say, I don't remember it. So I should watch it again. I did a movie recently where I played a reminiscence of it. It was a sort of film noir sort of thing. So I went back to watch it again. It was really just an excuse to watch it again. But for me, Bogart was just so brilliant. You do that sometimes when you prepare a film or a role to go through films? Sometimes. Yeah. I did with Wolverine. Yeah, I started watching Dirty Harry, Mad Max. Like Mad Max in particular, I think he's got 11 lines of dialogue in the whole movie, Mel Gibson, and yet he's on screen the entire time. J'aime tous les films de Spielberg, hein, mais Ready Player One, c'est vraiment, je trouve, un chef-d'œuvre. You got it. Cette espèce de storytelling qui explique au spectateur qu'il peut lui-même inventer le récit. Je trouve ça pas du tout régressif, mais au contraire, je trouve qu'il collectionne à son âge une espèce de savoir sur la pop culture et la culture du jeu vidéo avec l'outil du blockbuster, c'est-à-dire en nous expliquant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils du cinéma. Donc ça, c'est... Pour ça, moi, c'est un de mes cinéastes préférés. De loin, de loin. Belle de jour et Los Olvidados. Je crois que ça m'a donné envie d'être actrice, le petit garçon de Los Olvidados. Et c'était le début des cassettes vidéo, donc c'était la première fois qu'on pouvait revoir les films sans arrêt. Mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans et mon père a acheté, quand ils se sont séparés, un grand écran. Un écran qui descendait, mais c'était un luxe dément, parce que ça n'existait pas. Et on prenait tout, on allait sur les champs prendre... toutes les cassettes import, sans sous-titres. Et on passait nos week-ends à regarder des films. Donc il m'a beaucoup éduquée au cinéma qu'il aimait, donc c'était beaucoup les westerns et... Chaplin, Laurel et Hardy aussi. Les Disney qu'il adorait. Harold Maude by the great Hal Ashby, and he is one of the top American filmmakers. See everything he did. Do you find the idea of wife swapping distasteful? I even find the question distasteful. Do you enjoy? One of my favorite ones of his is actually The Last Detail. Like I was in a gas station and she was checking the oil. With Jack Nicholson. Not many people, obviously people in cinema know about it, but it wouldn't be the one that people automatically go to. Also, the one they don't automatically go to is Coming Home. When I opened my eyes, a few were gone. The least Hal Ashby of all of his films, but it is the most beautiful. Je vais pas faire Birdman, bien que ce soit pour moi un très 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 grand film. Goddamn wife. Shit. Peut-être top 10. Chaque fois je dis des tops qui n'ont aucun sens. Top 10. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Michael Keaton qui parle à une critique de théâtre. Et là, tu sens que Inarritu et Michael Keaton, ils se font plaisir, entre guillemets. Il est au bar, là, et elle lui dit « Je vais vous descendre parce que c'est pas la ligne éditoriale du Canard d'aimer ce genre de pièce. » Donc elle lui dit un peu de façon un peu dégueulasse, elle lui dit « De toute façon, je vais vous descendre. » Et il lui dit « Moi, il y a toute ma vie dans cette pièce que tu vas voir ce soir. Il y a les dernières années de ma vie, j'ai travaillé comme un chien. This play means everything to me. Everything. » Et lui dit « Et toi, ton papier que tu vas faire, là, qu'est-ce que ça te coûte? It costs you nothing. Nothing. » Et j'adore cette scène.
il pète un câble comme ça en disant ça. Il casse un truc, je sais plus, il jette des fleurs ou un truc comme ça. Et évidemment, je suis acteur, donc je suis un peu de parti pris, vous l'aurez compris, mais cost me everything, cost you nothing. Pour moi, ça me parle quand même. Et parfois, quand on lit les trucs qui sont faits en 5 lignes avec juste « j'ai pas aimé parce qu'en fait c'est nul », t'as envie de dire « gars, it cost you nothing ». The Russian arc. I think Sokurov for me is one of the most amazing poets of cinema. But this film 20 years ago I think was a landmark in cinema. I think he did what is not achievable, which is a one-shot. And it was rehearsed in the Hermitage Museum in St. Petersburg. And it's basically the Russian story in the last 300 years. And it's basically in first person relayed by a guy who is a ghost. And the camera is following in one shot with another guy that is the European view. And it's basically the story of Russia inside this museum that is mind-blowing architecturally, the lighting, the choreography. So it took months to rehearse every Sunday, close the museum, the most important museum of Russia. And then in one shot, in all this camera moving with the steady cam and these dancers and these, you know, the story of this country until the World War, you know. And the ending is maybe, again, one of those moments in cinema that all the people, all the extras just go down through the stairs. And again, I got goosebumps. And it's just that image of ghost and life just flowing through these stairs. It's just mind-blowing, honestly. I mean, he did it in one take. I did Birdman, which was made with stitches because I didn't have one single space. I have to jump from one space to the other. I think it's a master moment of cinema, I think. C'est vachement dur d'en parler. Quand j'ai terminé la série, je pense que j'ai pas été capable de regarder un film pendant 15 jours. Enfin, tellement tout me semblait dérisoire. Mettre en scène 18 épisodes et qu'à chaque fois il y ait de la mise en scène à ce niveau-là. On dit jamais que c'est un type qui fait des films de genre ou d'horreur, hein, mais il y a vraiment de l'horreur partout parce que son principe c'est de prendre le réel et de le tordre. Nous aussi, on a été dans ces bars, ces machins, etc. Et tout d'un coup, il tord tout comme ça. Et là, il y a une angoisse qui monte. Il n'a jamais fait de film d'horreur franc comme ça. Mais tout est film d'horreur chez lui. Il ne faut pas essayer de décrypter le sens, parce que là, c'est peine perdue. Après, on peut décrypter l'image, on peut décrypter le son, on peut décrypter le tempo. Un des grands trucs de Lynch, c'est de ralentir le tempo d'une scène. Steinway, avant que le Pullman aille jouer dans son club du saxophone, et qui dit à sa femme, bah viens, elle dit non, je vais lire, ok, tu vas lire quoi? Mais il met 4 secondes entre chaque réplique, il étire, etc. Et tout d'un coup, ah bon, tu vas lire quoi ce soir devient terrifiant. What are you gonna do? Stay home. Read. 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 Read what? Oui, alors beaucoup de monde me parle de David Lynch. Alors je l'adore, hein, vraiment. Je l'adore parce que c'est un homme qui fait plein de choses et qui a d'abord commencé par la peinture et le dessin avant de se rendre au cinéma, qui est aussi mon cas, parce que moi j'ai d'abord eu cette envie de raconter des histoires à travers les images, mais ça s'est fait d'abord par le biais de la peinture et ensuite, là plus tard, et en étant actrice pendant un petit peu de temps, et ensuite j'ai décidé de passer de l'autre côté. Mais ce que j'aime bien avec David Lynch, c'est que en fait, tout est cohérent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ses dessins, sa musique, son cinéma, ses écrits, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui tout tourne autour d'un seul et même monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et que j'essaie de construire tranquillement. You know what a love letter is? It's a bullet from a fucking gun, fucker! Et puis c'est aussi quelqu'un qui est évidemment très, très fanat de l'inconscient et du rêve. Et c'est aussi quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, bisous David. On travaille tous les deux dans un atelier, en fait quand il vient à Paris, parce qu'il vit principalement à Los Angeles, mais quand il vient à Paris, lorsqu'il vient faire ses lithos, c'est dans un atelier à Montparnasse qui s'appelle Idem, qui est l'endroit où je travaille aussi. Il a vu ton film ou pas? Non. Il n'a pas vu mon film, non. Mais je vais lui envoyer un petit lien. Et puis je me rappelle, il y a quelques années, il était là. J'étais en train de dessiner et il fumait comme ça avec ses cheveux et tout. Il fumait, et puis je dessine et puis tout d'un coup, et moi j'écoutais de la musique. Et il m'a tapé sur l'épaule, je l'ai regardé et il m'avait jamais parlé. Et j'enlève mon casque et je le regarde et il me dit, en anglais évidemment, il me dit, tu devrais pas écouter de la musique quand tu dessines. Ça divise l'esprit.
This is something that when you put together two terrific actors and watch them work at it and how they go at each scene and how prepared they are, it was, you know, Denzel had to be on top of his game because he was dealing with Gene. And Gene is somebody who is such a strong force, not only on the set. Welcome aboard the Alabama, son. Do me proud. I will, sir. Congratulations, Mr. Hunter. Thank you. This is one of Tony Scott's best movies, I think, and I've made like 5 or 6 of them with Tony. Hey! Attention, le bord est pas mal glissant. I mean, don't get me wrong. I mean, I'm experienced. You know, I don't want to come in here and look stupid. I try. Spider is one of my favorite Cronenberg movies. You bastard! I'll cut your fucking heart out with a trowel. Don't talk to me about nonchalance. I think it's 2001, 2002. This was the movie he made just before I got to know him, before we did, because we shot, this was 2002, and then 2004 we made History of Violence. But I was amazed by this movie. It's a very difficult movie. It's a man who comes out of an institution and he has lots of hallucinations, you know. The way David was able to film this with Peter Suschitzky, his cinematographer, the use of sound, the image, the way he got into the head of a person who's suffering from this ailment was extraordinary. And I think it's my favorite Ralph Fiennes performance also. Gabriel Byrne is also quite good. Miranda Richardson is great in it. I recommend it. Elle, qui est le dernier film de Fassbinder, je crois que c'est le premier film de Fassbinder que j'ai vu. Donc je suis rentré vraiment dans son univers. C'était assez violent, mais le film m'a énormément marqué. Et surtout, il y avait Jeanne Moreau qui chante une chanson magnifique sur des paroles d'Oscar Wilde. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da. Da 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 da. C'est un film que j'aimerais beaucoup revoir, mais j'aimerais pas le voir en DVD, j'aimerais le voir sur un grand écran. Parce que c'est un film très envoûtant, avec un rythme très particulier, très littéraire, et je trouve que Fassbinder a vraiment compris l'univers de Jeunet. Je parle pas de mal de Jean-François Richer, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, et de toute façon, je suis qui, moi, pour dire Jean-François Richer A ou B. Mais, quand on était petit, les films de cité, on s'attendait à voir des documentaires. Tu vois, on cherchait que ça, en fait. On regardait des films, vas-y, frère. Jamais ça se passe comme ça, jamais de ta vie. En fait, dans Ma Cité va craquer, il y a un lascar à un moment, son pote il est mort, machin, il y a une espèce de... Il y a 1000 CRS devant lui, il saute dans les condés. Oh. Tu vas mourir si tu fais ça. Laisse ça. Okay. Surtout dans les années 90. On s'attendait à des docs. C'est nous les mauvais cinéphiles, hein. C'est pas eux les mauvais réals, qu'on se mette d'accord. Et pour le coup, Jean-François Richer, sur ces deux-là... Comparution de... Messerine Jacques. Eh, la dactylo, là, c'est quoi qui a pété le premier? C'est les menottes ou le radiateur? Hein? On dit pas Messerine, on dit Mérine. Je pense que c'est un sans faute parfait. Je pense qu'il y a une énorme cohésion de groupe qui s'est passée entre Abdelraouf Dafri, qui est l'auteur, Cassel, je pense aussi Depardieu, et Jean-François Richer. Et puis, de toute façon, Cassel, pour moi, taulier majeur. Ça me parle de fou. Puis ben, Alice Ravelasseur, ça a été une claque. Le premier film que j'ai vu d'elle, c'était Heureux comme Lazaro Felice. Lazaro. Encore une fois, elle aussi, elle est dans la tradition d'un cinéma d'imaginaire, de fantaisie et de profondeur. Puis je suis tellement intimidée par elle parce qu'elle a le même âge que moi. Je la trouve tellement plus talentueuse, tellement plus intelligente. Tu sais, à Cannes, on rencontre souvent beaucoup de stars, tout ça, mais la seule personne devant qui j'ai tremblé, c'était Alice, parce que je suis vraiment fan d'elle. Toutes les femmes que je croise qui aiment le cinéma sont fans d'Alice, puis les hommes sont un peu genre, ouais, j'ai pas vu ses films. Puis je suis comme... Bah, tu sais que la seule personne qui nous a parlé d'elle dans le vidéoclub, c'est Bong Joon-ho, qui est fan aussi de son cinéma. 알리체 로르와허 감독님은 뉴욕과 베니스에서 한 2번 정도 만났죠. 이분의 세 작품 모두를 좋아해요. À la bonne heure, bonjour. Donc, bonjour et moi. Brésil. D'abord, je suis dingue des Monty Python, et particulièrement de Terry Gilliam.
qui en plus est un dessinateur au départ. Donc on voit d'ailleurs dans le film beaucoup de références au dessin. Et moi j'avais fait même à l'école, quand j'ai fait Saint-Luc, une école de dessin en Belgique. Après avoir vu ce film, sur mon diplôme de fin d'année, j'avais fait tout un truc sur l'univers de Brésil. C'est vraiment le premier film que vous avez vu au cinéma? Ouais. Ah ouais, donc claque dès le premier film au cinéma sur un grand écran, quoi. Ouais. Première fois que je suis allé, c'était pour voir Brésil, ouais. Ah oui, c'était absolument génial. En français, évidemment. J'ai compris après que c'était pas la meilleure solution. C'était pas la meilleure solution d'avoir les films en français. Ooh, Robin. I'm one of the really lucky people on the planet because I got to become a very close friend of Robin Williams. He was the most extraordinary man I've ever met. He had a brain. It was big enough to absorb the cosmos almost. He was like he had some kind of antenna that just took everything in, whether it's society, whether it's science, and he could take that material and turn it into brilliance. When we were making Fisher King, we ended up doing a scene that was supposed to take place at night in Central Park, and it was raining. We couldn't do it, so we had to move into a Chinese restaurant to do a scene, which we hadn't prepared for at all. It took a long time to set up, and probably around 4 o'clock in the morning, we're all almost dead. And Robin, just sensing the tiredness of everybody, he started performing. He just started doing an act. For all of us. And what was incredible is he knew the name of every person on the crew. Doesn't matter how high or low. He knew, and he had a joke about every single one of them. It got everybody excited again, and we finished the evening brilliantly. So he was a truly special person, and I miss him. Encore une masterpiece. Well, this is originally called Badlands. It was my introduction to Terrence Malick, who, besides from knowing a lot about birds, is a fantastic filmmaker. Days of Heaven. This film for me is the most beautiful painting. It's Nestor Almendros doing masterly photography. It's shot over, I think, 6 months. They insisted on only shooting in downgoing or upgoing light, low light. So they never shot in the middle of the day. The best photography, cinematography ever. And that's his first movie. Yeah. Well, there's this thing when you start making movies, there's some spontaneity and there's some, we call it butterfly dust. Ghost, ouais. Ouais, c'est le meilleur film de monstre depuis Alien, c'est assez vrai. Moi, c'est le film de Bong Joon-ho où j'ai découvert Bong Joon-ho. J'ai totalement halluciné de ce que j'ai vu. Et j'y suis retourné le lendemain avec Bérénice, ma femme. Et le film est juste dingue. Mais dingue parce qu'il arrive à mettre 8 films en un. Dedans, il y a de la comédie, il y a des scènes d'hystérie qui sont complètement incroyables, il y a du drame, il y a des trucs complètement intimistes, il y a du grand spectacle. C'est ultra virtuose, il y a des plans magnifiques. C'est un mystère comment il arrive à combiner tout, en fait. Du coup, après ça, j'ai regardé Memory of a Murder, évidemment. Et bon, bah, il s'avère que c'est un des plus grands réalisateurs vivants, quoi. Mélancolia. Choc énorme dès le premier plan. Hein. Elle est coincée dans sa limousine et qu'elle va à son mariage et qu'ils sont coincés dans un virage et qu'elle a sa robe blanche et qu'ils sont morts de rire et qu'elle sort et tout est dans la boue. Et j'adore en fait les films qui te racontent tout en une première scène où tu sais exactement le sujet du film et tu te dis bon bah là ils sont dans la boue, a priori ce mariage ne va pas marcher. Well, I can see it's not looking good. Et non, il est fort parce que visuellement, il est complètement incroyable. Et puis, je sais pas, il y avait un truc un peu pionnier de fin du monde, un peu presque écolo. Non, et puis il y a un truc que j'aime beaucoup, presque aussi, il y a un peu ça dans le cinéma coréen, de mélanger les genres. Donc tu commences avec une espèce de scène très auteur, très minimaliste, avec très peu de dialogue, et puis tout d'un coup, tu passes à des espèces de plans ralentis dingues. Et c'était magnifique. Enfin, de toute façon, le sujet était fou. Elle était de plus en plus mélancolique, tout le monde avait peur et elle avait de moins en moins peur que la vie s'arrête. Enfin bon, c'était génial. Ça fait partie des films que... Il y en a quelques-uns comme ça, très peu, où j'ai une espèce de plaisir immense à le revoir et je me pose la question de savoir si je vais être encore émue au même endroit. J'adore ce film.
프랑스 감독님 중에 제가 알랑 지로디? 야, 스트레인저 바이 더 레이크는 워낙 유명하고 이 작품도 제가 DVD로 구해서 봤고요. Couper les pieds d'un homme, c'est presque comme de le tuer. C'est pire. Pire, j'en sais rien. No Rest for the Brave도 제가 이게 가지고 있는 작품입니다. 그리고 Staying Vertical 그 작품도 되게 이상하면서도 재밌는 작품이었는데 여기 있네. 이게 왜 따로 있어? 이게 같이 놔야지. 정리를 잘해야지. 따로 있으면 어떡해. 여기 딱 있구만. 여기. 이 작품도 되게 기묘한 괴력이 있는 작품이죠. 알랑 기로디 감독님은 한 번도 뵌 적은 없고 그분의 개인적인 것에 대해서 전혀 모르는데 그분의 영화가 가진 되게 기이한 어떤 느낌들이 재밌고 호수의 이방인 스트레인저 바이 더 레이크 봤을 때 되게 좀 많은 충격과 되게 지워지지 않는 긴 인상 받았었어요. 그래서 항상 신작이 궁금해지는 감독님이세요. Ça doit correspondre à quand je les ai revus l'époque où j'ai fumé genre mon premier pet, tu vois. Attends, il y en a un autre que j'ai vu là. Man, celui-là, man. Aucun rapport. Enfin si, rapport parce que John Cleese, je crois. Je connais pas celui-là. Tu te fous de ma gueule? Non, je te jure, je connais pas. Voilà, la chance. Passport, tickets, money. Un poisson de mémoire d'art, mec. Bah déjà, Jamie Lee Curtis. Déjà, c'est-à-dire en pleine capa. De tout. En pleine puissance. John Cleese, donc Monty Python. Ce gars-là, donc zéro idée du blaze du gars, mais je vous dis quand même ce gars-là, parce qu'il y a 2-3 phases avec lui qui sont très très bonnes. Et un acteur que je trouve formidable, et je sais pas pourquoi on l'a pas plus vu que ça, Kevin Kline. Ok, ce silence il veut dire quelque chose. Ok, ok là-bas aussi. Good. Kevin Kline. Là-dedans, il s'appelle Otto. Et il dit, je m'appelle Otto, ça veut dire 8. Là, c'est que des films un peu de candeur où en fait tu sais pas, tu te fais surprendre. Ou t'aimes pour d'autres raisons, t'aimes sans calcul. Celui-là, Gone Girl. Grown-ups suffer consequences. Il y a à la fois une intrigue, une fois que tu as mis la main dedans, tu peux plus ne pas continuer. Il y a des résonances hitchcockiennes et tout ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui est raconté au-dessus, qui est, je trouve, monumental, qui est presque une œuvre de philosophique à part entière, à la fois sur qu'est-ce que c'est que l'identité, est-ce que l'identité n'est pas avant tout sociale, est-ce que le couple n'est pas avant tout une identité sociale, est-ce qu'on fait couple parce que les autres nous regardent comme un couple, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on est vraiment intime avec quelqu'un, est-ce que être ensemble, est-ce qu'on livre vraiment son intimité réelle à quelqu'un, ou est-ce qu'il n'envoie toujours qu'une image. On peut se raconter 1000 trucs là-dessus. Pour moi, c'est une œuvre majeur, pas super optimiste sur le couple justement, hein, c'est pas, ça vous incite pas au mariage tout de suite, mais c'est génial. When I met Nick Dunn, I knew he wanted a cool girl, and for him, I'll admit, I was willing to try. I wax stripped my pussy raw. Le cinéma français, pour être très franc, ça me faisait un peu chier, que j'avais du mal à m'identifier aux histoires, aux acteurs. J'arrivais pas vraiment à trouver ma place. Et donc, j'avoue, quand on a vu La Haine pour la première fois, on peut peut-être parler de La Haine. Bon, ça, pour nous, ça a été une claque. Regarde-les, tous ces beaux qui se laissent porter par le système. Regarde-le, celui-là. Il a pas l'air méchant tout seul dans son pur en peau de fesse de chèvre. Clairement, on crée le collectif Courtrage-Mai en 95. La même année, à La Haine qui sort, d'autant plus que Mathieu était proche du collectif. Donc ça a été vraiment une claque de voir des acteurs qui nous ressemblaient, de voir des sujets qui nous parlent, de traiter de la banlieue, parce que c'était presque... Il y avait quelques films sur la banlieue, mais c'était un des premiers films qui traitait de la banlieue de l'intérieur. Et on arrivait à s'identifier justement avec La Haine. Donc ouais, film important pour nous, qui nous a donné aussi envie de faire du cinéma et de raconter aussi des histoires différentes et de raconter nos histoires. Donc ça a été un point de départ important, en tout cas pour moi et pour le collectif Courtrage-Mai. Ce qui est triste, c'est que La Haine, ça va faire plus de 30 ans qu'il est sorti. On a eu Les Misérables qui est sorti il y a quelques années, 25 ans après, on se rend compte que les choses n'évoluent pas plus que ça. Ça, c'est l'équivalent dans le délire chinois à Soi Kuba.
C'est complètement fou, c'est complètement délirant. C'est un des films les plus délirants que j'ai jamais vu de ma vie. Bah, déjà parce que ça n'avait pas été fait avant. Ils ont fait du Matrix avant le Matrix, quoi. Et tu vois, t'as des trucs délirants. T'as un moine qui a été puni en étant enchaîné sur une pierre, qui roule sur une boule, et il roule et il écrase les autres avec ça. Il y en a un autre qui envoie ses sourcils et qui attrape les gens avec ses sourcils et qui les éclate contre les murs. Et t'as des trucs complètement... C'est sublime au niveau de la poésie. Et puis tu te dis, mais les mecs, ils ont dû se tuer, quoi. Aujourd'hui, t'as plus du tout ce sentiment-là. Donc quand t'as pas cette vibration-là, bon ben... Alors là, il y a un film... que j'ai découvert l'année dernière, qui s'appelle Quand nous étions sorcières, d'une cinéaste qui s'appelle Nitschka Skin. I shall make a spell to find a husband. You'll hear my voice and never leave me. C'est le premier film dans lequel Björk joue. Et c'est une adaptation en fait d'un conte des frères Grimm qui parle en fait d'infanticide. J'avais jamais entendu parler de cette cinéaste. C'est vraiment une réinterprétation féministe du conte. C'est sur le lien entre deux sœurs, c'est sur le désir ou non d'avoir des enfants. Et c'est absolument sublime dans sa mise en scène. Et puis quand on s'intéresse à la cinéaste, c'était son premier long métrage et puis elle a plus jamais rien fait après. Et elle est morte, là, récemment, d'un cancer. Et ouais, ça m'interroge beaucoup sur les destins de femmes et comment est-ce que quand on fait un chef-d'œuvre comme premier long métrage, pourquoi est-ce qu'après, elles tournent plus et où est-ce qu'elles disparaissent. Ouais, c'est un très beau film. Ça, c'est un film que j'adore. Bon, c'est pas vraiment une comédie, hein, mais je l'ai pris parce que voilà, mais... Je sais pas, je trouve que c'est un film désirable, pas tellement dans ce que ça raconte, dans ce qu'on y voit, mais désirable dans le projet de Gaspar Noé. J'aime bien cette horizontalité entre lui, ses acteurs, l'abandon des interprètes, parce qu'il y avait une cinéaste que j'adore qui dit dans l'abandon, il n'y a pas d'obscénité. Et je trouve que dans ce film, c'est un de ces films, je crois, où la notion d'obscénité, même si c'est une notion qui est merveilleuse pour le cinéma, elle est moins volontaire. Il y a de l'amour. Il y a un chemin, il y a de la mimésis, quoi. Je me retrouve dans ces premières fois, dans cette recherche, qui est la recherche du plaisir par le corps, par sa limite, etc. Voilà. You can do whatever you want if you ask me to. Anything I want? Yes, you can have a lot of freedom if you ask me to. Après, j'ai vu qu'il y avait une belle collection ici des films d'Alain Cavalier, un très grand réalisateur et une très grande personne et un grand ami. Celui-là, je l'ai vu plusieurs fois. Donc tu sais ce que ça coûte, un petit café, un petit jus de fruits et des tartines avec de la marmelade partout. 14 francs, c'est pas cher. Oui, ben moi, j'ai pas 14 balles. Chaque fois que j'ai des doutes dans l'existence sur comment faire un film ou comment monter un film ou sur comment finaliser un film, j'appelle Alain. D'ailleurs, c'était le premier spectateur de Climax. Au moment où on allait le montrer aux sélections cannoises, le même jour, tac, j'ai dit tiens, Alain, s'il y a une personne dont la vie compte pour moi, c'est toi, viens. Et voilà, je lui ai montré le film et il m'a dit tout va bien. T'es dans le juste. Et du coup, après, on pouvait me dire t'es sélectionné, t'es pas sélectionné, je m'en battais les couilles. Et là, un film avec Kristen Stewart, Personal Shopper. Ouais, vous avez été avec elle sur son tout premier film, en fait, Panic Room. Oui, c'est vrai. Elle jouait ma fille dans Panic Room quand elle avait 11 ans. Feel okay? Yeah. Shaky? No. Chills. J'ai l'impression que c'est ma fille, en fait. Ça me fait toujours du bien de la voir. Vous vous souvenez d'un conseil que vous lui auriez donné pour un peu arriver à naviguer dans cette industrie? Je ne voulais pas vraiment qu'elle soit actrice. J'avais demandé à sa mère, j'ai dit qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle a dit actrice. Aïe, parce qu'elle n'avait pas vraiment la personnalité d'une actrice. Elle était, je ne dirais pas renfermée, mais elle était internelle. Internalisée. Et c'était pas quelqu'un qui vivait avec les émotions sur les manches, comment dire en anglais. Emotions on her sleeve. Je sais pas, j'étais peut-être protectrice. J'avais peur que ça la ruine. Et là voilà, génial. Oui, tout va bien. Tout s'est bien passé. Piala, bon, le seul débat que j'ai entre moi et moi, c'est régulièrement de savoir lequel est le plus grand film de Piala. Est-ce que c'est Van Gogh? Tu vois, les hommes, ils ont bien fait la vie. Hein. Dans un village, il y a de la place pour tout le monde, même pour l'idiot. Est-ce que c'est la Maison des Bois? Alors, ça va les petits? Très bien. Un petit verre, monsieur Sapin. Ah oui, et tu refuses pas.
Merci. J'arrive pas à me décider. Je me vois encore en train de sortir du pâté Vepler et j'étais en train de me dire mais en fait je viens de voir le plus grand film de l'histoire du cinéma français. Je vois pas très bien qu'est-ce qu'il y a pu y avoir de mieux que ça dans le cinéma français. Alors un autre italien, comme quoi ben oui les Italiens c'est pas mal hein, quand même, surtout dans ces périodes-là. Profession reporter, Antonioni. Antonioni c'est le cinéaste de La Chape de plomb. Tout est étouffé, on a l'impression d'être dans une ville cotonneuse. C'est le cinéaste du silence. C'est un de ses plus beaux films. Jack Nicholson prend l'identité d'un mort et endosse donc son identité pour vivre comme une autre vie en quelque sorte. Bon, ce sont des films... il faut rentrer dedans, hein. Je dirais que c'est un effort quand même. Enfin, pour moi, c'est pas un effort. Mais bon, ce sont des films qu'il faut voir si on aime le cinéma, parce que c'est une proposition différente de ce qui peut être fait, surtout actuellement. Jack Nicholson is the reporter. Famous, powerful, respected, and a haunted, driven, desperate man. Ah oui, mais Terreur aveugle, ouais, génie absolu. Mais ça, on reste dans le truc de Fleischer. Fleischer, moi j'ai découvert il y a 4 ans ce film, immense film. Il y a probablement dedans, il y a 2-3 plans en mise en scène de caméra qui se cachent à moitié en fait. Il y a des amorces de mur en fait pour se cacher comme s'il n'arrivait pas à filmer sa proie. C'est extraordinaire. Franchement, l'économie du film est toute petite. Et elle, ce qu'elle fait, enfin, pour moi, c'est quasiment, enfin, c'est pas son plus grand film parce que je mettrais d'autres films en avant de lui, mais c'est magnifique de voir qu'avec si peu d'argent, tu peux faire un truc aussi dingue, quoi. Et elle, Mia Farrow, c'est quasiment un film muet, hein, il n'y a quasiment pas de dialogue, mais tout est dingue. L'idée de génie du film, quoi, que elle ne voit pas et que toi tu vois avant elle, quand elle va prendre son bain, le mort dedans. Enfin, c'est une maison dans laquelle un mec est venu tuer plein de gens et elle prend du temps. Comme elle voit pas, elle prend du temps pour comprendre qu'il y a la mort qui rôde. Et c'est filmé de manière géniale. C'est très intelligent, quoi. Down by Law. C'est quand même le mec qui fait les plus belles images du monde, Jim Jarmusch. Je le rencontre à Cannes et on fait des interviews, on présente un film chacun et je me dis il va me prendre pour une grosse connasse qui raconte des anecdotes bidons et tout. Donc je m'en vais et le mec me rattrape et il me dit c'est parce qu'il est tellement gentil, tellement délicat Jim. Il me dit je vous aime tellement. Et 3 mois après je recevais le scénario. Donc ça a été une joie immense et putain je suis super fier et du film et j'aime tout ce qu'il fait. J'aime tout ce qu'il est aussi parce que le connaissant très bien, c'est un homme merveilleux. Bien vu, connard, t'as failli m'écraser. Jim, il drive tout, les costumes. C'est pas pour rien que j'ai une jupe écossaise et un chemisier à fleurs. C'est parce que disait, cette fille, elle voit pas les couleurs, mais ça n'empêche pas d'être coquette. C'est pour ça que je veux qu'elle se maquille. C'est pour ça qu'elle a une petite jupe courte mignonne, même si la couleur ne va pas du tout avec le truc. Henry, Portrait of a Serial Killer. I watched this at a friend's house. He had a sheet and he had a projector and he had sort of a party at his house and he played it and I was like, I couldn't leave the room. Like the party's going on. I just stayed in there and watched this movie. I was so transfixed by this. And then when Walking Dead came around, they had me reading Merle's lines. This is too good. You were auditioning for Merle's role, right? Well, I read his lines, but everyone told me that he was still playing the part. Okay. So I thought maybe he was on the fence about it, or maybe he wasn't going to show up. And then I read his lines, and then they wrote a new part for me. But one of the reasons I wanted to do Walking Dead was because I was Michael Rooker's brother, because he was so good. And, you know, this was his first movie as well. And I asked him, I was like, you know, what made you want to be an actor? And he said, well, when I was a kid,
I would watch TV commercials of kids eating cheeseburgers, and he'd be like, that's not how you eat a cheeseburger. And that's why he wanted to be an actor. But this, I mean, what a powerful performance. Don't do that, Otis. She's your sister. Okay, I was only kidding around, Henry. Tell her you're sorry. Okay, I'm sorry. Légende vivante, je crois que ouais, c'est encore man en... To stop what you're doing and listen. Cannonball! On aime beaucoup Adam McKay, il a une carrière exemplaire, il écrit les sketchs au Saturday Night Live, puis après il fait tous ses films avec Will Ferrell, Légende vivante, je crois qu'il y a, il y a Step Brothers quelque part. Qui est pas... Il est là, de toute façon, Will Ferrell, John C. Reilly... Et en plus après ça, il prend un virage un peu plus politique avec Big Short, même avec la série Succession qu'il produit, non vraiment c'est un vrai modèle, et ça... Ah bah ça... Nous on aime à dire qu'on était les Step Brothers des Yvelines. Ouais, mais non, mais ils sont marrants. En plus, on y croit à fond, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une sincérité dans leur personnage à chaque fois. You know what's amazing? They're not that noticeable on your face. Right? Yeah. Ah! Ah! I can't believe I've been living here for 2 weeks. Bah, la scène au tout début, quand l'autre lui dit qu'il est nul et qu'il commence un peu à pleurer... il a vraiment une tête d'enfant. Mais ouais, je sais. On y croit complètement. On a sélectionné un film italien, assez récent. Assez récent, mais encore une fois très très original. Dogman, justement, vraiment ce film-là m'a touché et j'ai vraiment aimé l'originalité de ce film. Bon, évidemment, on peut trouver des choses dans tous les films, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ce film est un chef-d'œuvre, et un chef-d'œuvre justement par sa composition, son rapport avec ce personnage cassé, son rapport avec les chiens. Je sais pas si vous avez déjà vu l'histoire de Scorsese à travers le cinéma. Scorsese dit il y a un chef-d'œuvre dans chaque film, que ça soit un film entier, un acte, une scène, un plan. Et moi, je pense que ce film-là, il y a 20 chefs-d'œuvre à l'intérieur de ce film. Il y a vraiment des choses absolument incroyables à apprendre de ce film-là. Sì, ma questo devo dire che quasi, non tutta, ma quasi tutta la giuria non aveva molto capito. Ecco. Non era una battuta, perché ridete? Non era una battuta, era un dato di fatto. Weird. It's so weird. It's so weird. So Spike, when I was 15, I read a book of his on the making of this. He had just released this and the book came out. It was about the making of, this movie. And She's Gotta Have It had a profound effect on me because I read in it that you could go to school to make films. And I was like, my family's immigrant doctors. I was like, you go to school to make films? Where can you go to school? And it said, oh, you go to this place, the NYU Film School. And I was like, you're kidding. You can study this. So I was like, told my parents, I was like, could we, and I go, they were like, no, you're gonna be a doctor. And this made me feel like it's possible, that it's not some magic place, Hollywood, and that you can actually decide and learn and go and become a filmmaker. So this was just a huge moment. And for me, he's, truly as an example, and also being non-white at the time was such a gigantic example for me. And since then, he's been so supportive and has come to so many of my premieres and just been so supportive. I met him when I was in school, and I was just a kind of a brash kid and all that stuff. And when we became friends later, I was like, hey, I apologize for being so brash when I was a little kid. But he's the best man. Si j'avais un enfant, je lui ferais voir Amadeus. De ce que j'ai pu voir, moi, c'est le plus beau film sur la création artistique, et pas seulement la composition. On peut tout à fait plaquer le film sur le transposer en imaginant que le type est écrivain, architecte. C'est un homme face à son destin et qui est visité par quelque chose qui lui tombe un peu du ciel. Je trouve que c'est un film qui donne envie d'écouter de la musique, qui donne envie de la comprendre, qui donne envie de la lire. Je pense que si je peux aujourd'hui faire la musique de mes films, c'est parce que j'ai vu Amadeus. À nouveau, on a un type qui fait des cadres incroyables, qui a le sens du rythme. On se fait pas chier une seconde. Or this. This. Yes. C'est mon cinéaste préféré. Titanic, grande histoire d'amour, grand film d'action, grand film d'effets spéciaux, la meilleure instrumentale de James Horner, la découverte de 2 icônes, et puis encore aujourd'hui, l'histoire d'amour telle qu'on veut la vivre, telle qu'on peut l'imaginer, la plus romantique, la plus folle, celle où on veut suivre quelqu'un à la vie, à la mort, et où forcément donc la mort nous sépare. I'll never let go. I promise.
narrativement parlant, d'un point de vue structurel, le scénario est impeccable. La notion de James Cameron de l'excitation, du mouvement, de la sensualité, de la sexualité, de pouvoir rendre des plans de caméra pratiquement érotiques, c'est-à-dire des coupes du genre « la jeune femme sur le dessin, c'est moi ». Paf! On coupe, la grosse musique, on est sur le... Puis ensuite de ça, il nous refait le même coup. 20 minutes plus tard, elle dit c'était il y a 84 ans, it's been 84 years, I can still smell, the China had never been used, I can still smell the fresh paint, no, I can still smell the fresh paint, the China had never been used, the sheets had never been slipped in, Titanic was called the ship of dreams, and it really was. Musique, reconstitution du bateau, on descend, révélation de Kate Winslet, sous le chapeau, merci, chef-d'œuvre. À l'époque où je dormais pas, et chaque fois que ma femme se réveillait, je regardais Le Parrain. Le 2 étant un chef-d'œuvre absolu, mais regardez les 3 à la suite, j'ai compris plein de choses. Et un chef opérateur qui s'appelle Gordon Willis, qui aime travailler à contre-jour, qui aime travailler avec des moyennes focales. J'ai une immense admiration pour ce metteur en scène. C'est un type qui voulait faire du cinéma d'auteur et qui est obligé de faire un film de gangster. Donc il le traite exactement. Et Le Parrain, c'est traité comme un petit film d'auteur. Don't tell me you're innocent. Because it insults my intelligence. It makes me very angry. Coup de cœur qui est là, à l'époque du grand rêve électronique de Coppola. Ce film-là est le film qui a ruiné Coppola. On croit que c'est Apocalypse Now, pas vrai. Le film d'abord a fini par être un grand succès, et il s'est refait peu à peu, et dans le cinéma, avec le succès de Dracula, qui doit être par là, une grande chose. Il n'a pas tout réussi dans sa vie, Francis, mais il a suffisamment donné de bonnes nouvelles régulièrement pour qu'on dise alors quand même, c'est un grand. So everybody on this press tour at the moment, everybody's saying, "Oh, if there was a movie that disappeared and nobody knew about it, which one would you choose to remake?" And it would obviously be this one. My first memory is the poster. It was just a black poster with Apocalypse Now written all over it. And we were punks at the time, and everybody was into Star Wars. And we were like, why would you watch a kids' movie? Because we were punks, but this movie with that writing on it was there. And I remember going to see it and just being blown away by it. I met him in San Francisco, and I was jelly. I was like a child, just stupid. Didn't know how to talk to him. My mouth dried up. You think about the filmmaking in the 70s out of America, where you put together the kind of more European, the more auteur vision of filmmaking with the Hollywood system, and you had this incredible fusion, and then they separated. After the 70s, really after that movie, they separated, because even when he went to his next movie after that, it was tougher for him, you know. The Conversation. What is it called in France? Conversation Secrète. This is a film that Coppola made between the two parts of The Godfather. Kind of an independent film. I was just talking to Harrison Ford, who I was spending time with in the States, about this movie. He has a small role in this movie. But a fantastic movie about many relevant themes today, about wiretaps, paranoia, feeling like the government or someone is listening at all times. But beautifully lyrical, and a great David Shire score. There was a big influence actually on the score for Logan. Chimes at midnight. From your encounter they shall light on ours. Shelter. This is Orson Welles playing Falstaff from Shakespeare, and it's great. He did a great job. You know, it's interesting. Orson Welles made Citizen Kane, I think he was 26 or something, and he played an old man when he was 26. Now in complete control of the government of this state, I made no campaign promises. So imagine he was 26 years old playing this definitive portrait of a journalist. And then, of course, he made this when he was an older man. I met him once. Okay. When he was very old. He was very fat. And he paid me the most wonderful compliment I ever had, because he always wanted to make the Joseph Conrad book Heart of Darkness. He did it on radio very well. And he knew that Apocalypse Now was based on Heart of Darkness.
And he told me that he thought I had done Heart of Darkness. I love the smell of napalm in the morning. I was so thrilled to hear from him. My diet of cinema was a lot of the older classics that in the 70s no one cared about. No one cared about Citizen Kane. Or musicals. For example, I see down here, we have some great classic musicals like, you take, we'll get to this is a great one, Bandwagon, for example. I always find myself coming back to Bandwagon because it's the ultimate backstage musical. Now, an interesting thing about this Bandwagon is that Michael Jackson copies the sequence of Smooth Criminal from this, and in fact uses the same choreography, Hermes Pan, to do the sequence he does, which is based entirely from, and in fact the lines, she was dangerous, we had all the curves, comes from this movie. But it's a brilliant Fred Astaire classic musical, and I was exposed to a lot of them. Godard, j'en parle pas. Bah parce qu'on en parle trop. Dans les grands français, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je disais, il faut arrêter de parler de Godard. Par exemple, Jacques Demy. C'est intéressant, Jacques Demy, parce que il a fait partie du mouvement de la Nouvelle Vague. Ouais. Il était certainement un peu ridiculisé à l'époque de la Nouvelle Vague. Il est par là. Évidemment, les Demoiselles de Rochefort, ici. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ce sont des films qui étaient un peu ridicules quand ils sont sortis, ou un peu ridiculisés, et qui sont devenus avec le temps, et c'est vraiment le filtre du temps, c'est pas les critiques de cinéma ou c'est pas les entrées, c'est devenu un film super important. Et en fait maintenant les films de Demy, je veux pas dire qu'ils sont plus importants que Godard, mais en tout cas c'est aussi important que Godard, et c'est un autre cinéma, et le côté un peu ridicule, parce que c'est de la comédie musicale, parce que les gens au lieu de parler ils chantent, bah, ce côté un peu ridicule, le temps a permis à ça de devenir important, et donc moi j'aime bien ça. Didier, c'est un film que je regarde à peu près une fois par an. Didier, t'es plus un chien. Tu le vois bien que t'es plus à quatre pattes, que tu peux plus te lécher les couilles et tout ça, tu le vois bien. Eh oui, bah oui, mais... Avec Menteur. No, Your Honor. Ça me donne le même réconfort. Bon, Jean-Pierre Bacry, qui était un de mes acteurs préférés, qui m'a donné, quand il est disparu, ça m'a énormément touché. Voilà, quoi, tout est drôle et intelligent. Du coup, de faire tourner Chabat quelques années après Didier, c'était quelque chose de... Bah oui, c'était Chabat en général. C'était un des premiers réalisateurs qui m'a expliqué comment les choses marchaient, qui m'a un peu poussé. Il n'est pas beaucoup plus vieux que moi, mais il était quand même en tête, si on peut dire, au niveau du succès quand j'ai commencé. Tu comprends pas pourquoi mes aisselles sentent le sperme comme ça, c'est pas normal ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? T'en penses? Puis je me souviens, la première émission que j'ai faite, c'était à Canal+, c'était au Grand Journal, je crois. Il m'a dit, fais des phrases longues, parce qu'une fois que tu auras parlé, tu n'auras pas eu une autre occasion de parler. Cité de la peur, formidable. La Cité de la peur, moi ce que j'adore dans ce film, c'est qu'en fait, eux, c'était leur façon de recracher la culture, les frères Zucker, donc les y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Cream? No thank you, I take it black. Like my man. Mais aussi un petit bout des Monty Python, et puis d'autres influences anglo-saxonnes. Et en fait, c'est ces Français qui avaient déjà un esprit à eux, et qui étaient les nuls, et qui faisaient tout un tas de trucs, qui moulinent des films et un esprit qu'ils ont adoré à l'étranger, et en fait qui le transmettent à la France, parce qu'en fait, il y avait pas ça, en fait, ça n'existait pas. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Voilà, les nuls, c'était une sorte de renouveau hyper important pour la France, et voilà, moi je suis complètement un enfant de ça. J'aimerais bien retrouver du vrai rire solide au cinéma, mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ça, putain, mais ça c'est tellement bien. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. Moi, c'est la dernière tarte dans la tronche que j'ai prise, c'est ça. Moi, franchement, alors ça, j'ai trouvé ça mais incroyable. Je trouve que c'est en plus hyper bien joué, alors qu'on est quand même dans un film d'animation, et ça joue super bien, quoi. Voilà, bah, moi je finirai là-dessus. Voilà, Into the Spider-Verse, Spider-Man New Generation, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et je vais d'ailleurs vous acheter le Blu-ray si vous l'avez.